Bonjour, je suis Mehdi de Death Podcast. Death Podcast, c'est un rassemblement d'émissions autour de ce que certains appellent parfois la pop culture, donc jeux vidéo, cinéma, manga, animation, etc. J'en passe. Et aujourd'hui, je fais cette petite vidéo pour vous dire que nous avions enregistré les 9 et 10 mai une série de sujets autour de la question de penser, repenser le confinement et le déconfinement. Alors effectivement, même si nous en sommes sortis de ce confinement, aujourd'hui la question reste d'actualité. Et cette série de vidéos qui regroupaient autant des chercheurs du champ de l'université, sociologues, psychologues, sociologues, des éducateurs, également des artistes, des vidéastes, etc. Donc voilà, je vous invite vraiment à regarder ces vidéos, à vous y intéresser, à me faire des retours, et puis j'espère aussi à être intéressé de rejoindre et suivre les émissions de Death Podcast auxquelles vous pourrez vous abonner, trouver aussi des sources par rapport aux vidéos que vous verrez aujourd'hui. Merci, à bientôt. Eh bien, nous voici de retour. Bonsoir pour la, écoutez, déjà quatrième fois de la journée pour ma part. La première pour mes invités qui me font le plaisir de m'accompagner. Donc, vous êtes toujours sur cette journée un petit peu spéciale, inédite, sur le cadre de Death Podcast avec votre hôte Mehdi pour la quatrième fois qui se présente. Et j'ai autour de moi trois chouettes invités. Ça permet de tenir à l'énergie dans ce marathon. Je suis en présence de Laura Goudet et je vais faire attention avec mes notes pour bien présenter les gens. Salut Laura. Bonsoir à tous. Alors tu n'es pas une inconnue d'ailleurs du monde des podcasts, hein. Là, je me permets de le dire comme Olivier, tu es déjà intervenu sur notamment les Jeux Game Moi non plus, mais pour ta vie, ton œuvre, donc tu es maîtresse de conférences en linguistique anglaise à l'université de Rouen et tu te spécialises dans l'analyse des discours numériques, donc ça peut englober autant les mèmes que les discours qu'on peut retrouver sur internet globalement, sur les media studies, et tu es aussi membre d'un groupe qui s'appelle le Guest, qui est un groupe de recherche de séries de télé qui a co-organisé un colloque sur la narration dans le jeu vidéo. Et là, tu vas me reprendre tout de suite avec Tony Gerhardt, mais tu vas me corriger. Gerhard, c'est moi qui ai co-organisé, Voilà. pas guest. Voilà. Voilà. Tu es membre, je disais, hein, pas que tu l'as pas co-organisé, mais que tu es membre de Guest. Voilà, et que tu as co-organisé la journée dont je parlais. Yes. J'ai avec moi aussi Yannick. Salut Yannick. Salut. Lui aussi qui commence à devenir un habitué petit à petit, hein, avec les soirées Évangélion. Il n'y a même plus besoin de se dire on ne voit plus aux soirées parce qu'on n'attend plus le mardi prochain. D'ailleurs, on se retrouvera mardi à 21h avec Karim que je vais présenter juste après. Donc Yannick, Yannick Kerner, tu es doctorant en cinéma à Rennes 2 et tu es enseignant en philosophie et tu travailles notamment autour des séries télé, du cinéma et des séries d'animation et des jeux vidéo, notamment autour d'une journée que tu as co-organisée avec Karim ici présent, autour d'Evangélion, qui s'appelait Configuration en série d'une science-fiction contemporaine. Voilà. Et enfin, Karim Charedib. Salut Karim. Salut. Toi, tu es maître de conférence à Rennes 2 également, et tu as pour terrain de recherche relations art contemporain cinéma, avec spécifiquement donc, le cinéma d'horreur et de science-fiction, et aussi évidemment, comme on dit en anglais, Sweet Tooth, donc pas mal de kiff pour les jeux vidéo. Donc ça tombe très bien, il en sera question ce soir. On va commencer doucement mais sûrement sur la question de la pop culture et du confinement, où on va être vraiment dans un format discussion, ce qui n'empêchera pas évidemment de la rigueur, et où on s'est posé voilà, naïvement la question, quelles œuvres représentent plutôt, avec d'énormes guillemets bien entendu, bien la question du confinement, quelles œuvres interrogent la notion de confinement, et qu'est-ce qu'on peut aussi en dire dans le feedback de l'analyse qu'on en fait de ces œuvres à échelle de la culture. Donc ce sera un petit peu comme ça en friche, laissé ouvert. On parlera autant de cinéma, animation, manga, jeux vidéo, donc ce sera effectivement très très large, et on espère évidemment que comme pour la plupart des interventions, ça vous plaira. Alors est-ce que peut-être avant même de commencer par rapport à la petite proposition d'introduction que j'ai pu faire, est-ce qu'il y a des éléments que vous vouliez rajouter sur ce lien pop culture, et même si maintenant ça englobe tellement de choses dans nos pratiques, nos lectures, nos visionnages et confinement? Moi, je voudrais juste dire, à titre personnel et pour t'embêter,
parce que je pense que tu dois être assez fatigué, donc c'est le moment d'enfoncer le de clou. t'embêter encore plus. Ouais, je suis pas très fan du terme pop culture en fait, Ouais. parce que je trouve qu'il renvoie encore à une certaine hiérarchie des œuvres. J'ai pas de proposition, alors c'est toujours facile de critiquer sans proposition, hein, je Culture dis pas la vraie, mais populaire. voilà, je crois qu'on arrive à un moment où on Parler de peut commencer culture. un peu à plus trop intégrer ces catégorisations qui sont plutôt des catégorisations sociales en fait, de sphères culturelles, hein, c'est-à-dire qu'il y a la culture haute et la culture basse. Et que même dans des sphères assez hautes comme l'art contemporain, il s'intéresse de plus en plus aux objets justement dits populaires, quoi. Et je crois que c'est aussi maintenant peut-être le moment de Rétablir la commencer vérité. un peu, ouais, ou en tout cas à un peu à niveler tout ça en Oui, fait oui, oui. entre bonnes œuvres et mauvaises œuvres. Mais après, c'est vrai qu'il faudrait un terme qui quand même puisse délimiter un champ d'études. C'est pour ça que j'ai pas de proposition, hein, mais c'est vrai que je commence un peu à tiquer sur ce type d'appellation qui, moi, en plus, dans le champ de l'art, tu vois, est assez prégnant en fait et intégré. Donc voilà, petit truc pour débuter Mais la réflexion tu... n'était pas sur la question du confinement particulièrement, mais c'est vrai que c'est difficile de savoir du coup de quoi on parle. Tu vois, par exemple, moi, j'aime pas du tout le terme de pop philosophie, tu vois. Je trouve que c'est du marketing. Enfin, bon, ça me convient pas, quoi. Donc, voilà. Voilà. Écoute, non, mais tu fais bien de préciser, sache que je suis aussi moi-même, hein, je botte en touche, c'est la joie des algorithmes pour aussi arriver à avoir des gens qui peuvent entendre ce genre de discours-là. J'ai été très, très repris par certains amis qui m'ont dit que les intitulés un peu trop techniques, bah, ça attire pas toujours le Bah chaland. oui, bien sûr. Ouais. Donc c'est un petit peu le jeu, mais ça tombe très bien, c'est une excuse pour que tu recadres des choses et que les gens qui nous écoutent puissent en tout cas entendre ça. Laura C'était pas peut... du Oui. recadrement, hein, c'était vraiment. Non, Je bien pense sûr. qu'il y a c'est une problématique, en fait, Ouais, je pense, qui est intéressante à creuser, ouais. creuser, en fait, tu vois, pour arriver même aussi à situer un champ de recherche à l'université, quoi, je trouve. Voilà, c'est plutôt Touchons du pour ça, bois. en fait. Laura, peut-être au-delà du terme effectivement de pop culture qu'on va laisser de côté, en tout cas d'œuvres qu'on va évoquer venant tant du cinéma, du jeu vidéo, de la série télé, est-ce que tu voulais peut-être un petit mot introductif sur le lien entre le panel d'œuvres qu'on va évoquer et le rapport au confinement? Alors, je suis un peu triste qu'on laisse de côté cette question pop Ah mais que vas-y. j'aurais aimé aborder par ailleurs dans d'autres temps, à d'autres moments, tout ça, Promis. très bien. Mais en fait, je, je suis un peu inquiète en fait par une seule chose, enfin, mais qui va être extrêmement intéressante, je pense, c'est le fait qu'on voit tous le confinement pour le moment avec, moi compris, hein, avec des yeux extrêmement tristes et solennels et des choses de l'enfermement personnel, du huis clos, de machin, de Sartre, de je ne sais quoi, alors que je pense qu'on peut aussi envisager des confinements heureux dans des œuvres contemporaines peut-être, plus que pop. C'est ce qu'on nous propose dans le Me chat d'ailleurs. semble-t-il, d'ailleurs, on définira aussi le terme contemporain parce que je pense que ça peut Oui. avoir diverses retombées, mais voilà, enfin, pas grand-chose à rajouter. J'ai hâte que ça commence et merci à tous d'être là. Yannick, peut-être un tout petit mot avant d'y aller toute berzingue sur... Non, jusqu'à là, c'est parfait. Je vais pas. C'est comme Maxwell, pas la peine d'en rajouter, c'est ça? Exactement. Maxwell Sheffield, bien sûr, du Nounou d'Enfer. Voilà, c'était pour faire une référence série télé Oh, lamentable et très lointaine. Enfin, lamentable, non, moi j'aime bien, j'assume. Bref, après ce petit propos introductif, donc on va voir, je sais pas si vous avez un angle de prédilection. Je sais qu'Yannick et Karim, vous serez plus sur le spectre du cinéma. Ça veut pas dire que vous botterez en touche pour les autres domaines. Et toi, Laura, il y aura, sans vous mettre hein, dans des cases pour un peu annoncer la couleur, plus des choix du côté de la série télé et du jeu vidéo. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui souhaite peut-être commencer avec une œuvre vraiment emblématique par rapport à la discussion Sinon, je peux lancer aussi de manière aléatoire. Ouh, le flash.
C'est toujours ce moment de C'est flottement. toujours ce un moment peu de flottement. Et bah, de- écoutez, par flottement, on va peut-être redonner la parole à Karim, justement. Ça me permettra aussi de résoudre un mystère. Tu pourras me dire si tu es le Karim Charedib d'Internet qui cite du UNESCO. Je ne sais pas si c'est toi ou pas. Parce que Ça donc, doit bien être moi, oui. Parce que donc j'ai trouvé une citation, alors au-delà de la blague, hein, c'est pas uniquement de la private joke, c'est pour ouvrir un petit peu sur une citation de UNESCO que tu avais utilisée il y a quelques années, et j'ai trouvé un peu de manière troublante, assez en résonance avec la discussion de ce soir, qui était donc, c'est UNESCO dans Notes et contre-notes, pardon, Mhm. et qui nous disait, que je retrouve aussi, voilà, il me disait: par ailleurs, j'ai toujours eu l'impression d'une impossibilité de communiquer, d'un isolement, d'un encerclement. Et alors, cette phrase-là, effectivement prise comme ça, fait très métaphysique. Il parle de son obsession de la mort et du rapport effectivement qu'il avait dans l'obsession de la mort et de ce rapport de sensation d'isolement et de difficulté à communiquer ce sentiment-là, évidemment, qui est, on va pas faire un alignement de philosophes, mais qui est de l'ordre de l'ineffable avec des Yankelevitch et bien d'autres. Pourquoi justement particulièrement cette citation-là que je trouve pas mal en écho avec ton choix, je crois, qui se porte entre autres sur les films de zombies et le fameux Night of the Living Dead de Romero. Ouais. Bah, alors, j'ouvre une petite parenthèse. Moi, cette citation-là intervient plutôt dans un travail artistique. Une en fait, exposition, ouais. Voilà, j'essaye d'avoir une pratique artistique. Enfin, j'en ai une, voilà. Moi, cette réflexion-là sur l'isolement, je l'avais un peu développée sur le rapport justement au cadre. Donc, c'est-à-dire, là, si on parle de confinement, je pense qu'il y a deux stratégies peut-être pour l'aborder. C'est à la fois du point de vue, comme dirait Yannick, dramaturgique, enfin du thème des œuvres, mais aussi peut-être de la manière de les envisager en termes de mise en forme. Et du coup, c'est pour ça, moi, je me suis pas mal attardé sur la question du hors-champ et de la profondeur de champ. Je suis pas le seul, hein, je poursuis ça. À partir de la figure du zombie. Voilà, donc pour moi, c'était d'un peu notamment dans les années 70, c'était la sorte de résurgence comme ça de la profondeur de champ, donc de tout ce qui habite le fond de l'image, notamment les seconds rôles, etc., qui commence à envahir le premier plan, et donc les zombies étaient un peu le parangon de ça, c'est-à-dire qu'ils viennent du fond de l'image. Le zombie inaugural de la Nuit des Morts Vivants, donc dans la première séquence dans le cimetière, c'est une petite silhouette qui s'approche petit à petit des protagonistes au premier plan. Et donc il y avait quand même une sorte aussi de volonté un peu politique comme ça, de dire quelque chose sur peut-être la mise à l'écart par exemple du Star System, hein, dans les films de zombies. Alors, hormis le dernier film de Jim Jarmusch, que voilà, moi je n'ai pas spécialement apprécié, mais bon, on pourra peut-être en discuter, mais c'est souvent les zombies qui sont en avant plus que les interprètes stars, quoi. Même s'il y a quelques cas qui viennent contredire ça, comme Zombieland, mais on va d'abord voir un film de zombies que un film avec Woody Harrelson qui joue dans un film de zombies, il me semble. Donc voilà, là c'était quelque chose de plus dans la production et puis dans la mise en forme. Qu'il y a peut-être quelque chose sur la configuration du siège. Alors le siège, pas la chaise, hein, mais du fort assiégé, en fait, que représenterait le cadre de cinéma, assiégé par ces figures du second rôle, second couteau et silhouette mort-vivante. Voilà. Et là, ça nous renvoie, pour ceux vraiment qui verraient pas ou qui n'auraient pas cette culture cinématographique-là, mais on y reviendra après, à des films comme, je pense, Assault on Precinct voilà, oui. 113, ouais, entre autres choses, mais on y reviendra probablement après. Alors, c'est vraiment, entre guillemets, plutôt, je dis ça positivement et pas ironiquement, hein, c'est vraiment contre-soirée dans le chat, puisque c'est très très actif, on propose pas mal de trucs, j'en ferai une synthèse pour après. Je sais pas si vous souhaitiez rebondir déjà sur le début de proposition de Karim sur les films de zombies dans un premier temps. Si je peux y aller, oui. Je trouve que en fait c'est très intéressant de parler des films de zombies et du zombie en termes d'acteurs,
personnage qui a de l'agentivité, c'est-à-dire qui a la possibilité d'agir aussi, ou de l'humain, enfin je veux dire de l'humain du non-zombie, quoi. Parce que dans les films de Romero, en tous les cas, dans Day of the Dead principalement, et dans les deux versions, je trouve ça très intéressant l'idée de la saturation de l'écran. En fait, notamment, je pense aux scènes où tu sais, les bikers se font manger par les zombies, vraiment des gros plans. Là, en fait, tout l'écran est plein de gore et de trucs dégueulasses et de zombies et de voilà. Alors que là, le confinement, c'est aussi peut-être le discours du vide, en fait. On fait un vide par rapport aux autres, on est enfermé dans des petites pièces, etc. Enfin, ça me semble aussi deux profondeurs de champ, entre guillemets, qui peuvent valoir la peine d'être explorées, en tous les cas. Voilà. Bah, dans les films, ça commence souvent par des plans de rues vides qui viennent se remplir petit à petit par ces masses informes hein, qui effectivement saturent l'espace. Et puis il y a ça se termine, en tout cas dans les films de Romero, il y a toujours ce désir d'ailleurs, quoi. Et il y a un motif que je trouve très beau dans le troisième opus, Le Jour des Morts Vivants, où les protagonistes ont créé un petit espace dans le bunker avec un papier peint qui ressemble à... C'est du papier peint, c'est une photo d'une île déserte en fait. Et donc qui devient une île imaginaire pour les personnages, mais aussi voilà, la possibilité d'un échappatoire. Et c'est vrai que ces films se terminent toujours par une envolée en hélicoptère ou un démarrage en camion vers un horizon, mais qui est plus qu'incertain, en fait, puisqu'il y a, dans les films de zombies, en tout cas, moi, c'est comme ça que je les comprends, c'est qu'il n'y a pas d'échappatoire, en fait. Il y a pas, donc, l'idée de sortir comme ça, les films n'arrivent pas trop à embrayer sur on sort vers quoi ou vers où, en fait. Donc, il y a quelque chose quand même d'assez décevant et de triste dans les films de zombies quand les personnages arrivent à s'échapper quand même, quoi. Après, c'est peut-être pas la finalité. Moi, je retiens ce qu'a dit Laura juste avant, dans le sens de la dimension d'agentivité. Je sais pas pourquoi j'ai cette image qui me vient à l'esprit, mais un truc qui était assez neuf pour l'époque, c'est qu'un des personnages, des protagonistes les plus marquants et qui font le plus avancer l'intrigue est un acteur noir dans Night of the Living Dead. Donc c'est dans le sens aussi, comme dans tout le cinéma de Romero, hein, j'ai rien inventé là-dessus, mais de qu'est-ce qui avance même dans un huis clos en fait. Oui, pardon Laura. Non, j'ai beaucoup réfléchi à Ben, donc qui est le nom de ce personnage noir, oui. Que j'aime énormément. Et en fait, c'est une des problématiques que je voudrais peut-être aborder un peu ce soir. C'est-à-dire que la narration du confinement, c'est aussi une narration qui reproduit simplement, enfin peut-être pas si simplement que ça, mais qui par certains égards reproduit simplement les problèmes de la vraie vie, entre guillemets. C'est-à-dire que Ben, il arrive à tenir un petit peu le monde plus ou moins sous contrôle dans ce huis clos où les gens se connaissent pas et passent du temps ensemble. Et puis finalement, il y a juste deux rednecks en pick-up qui passent à la fin et qui disent lui il est noir et on va le buter. Ou lui il est peut-être un zombie, mais peut-être que lui il est noir aussi. Et je pense que c'était une des problématiques de Romero sur ce film-là. Il y a une inéluctabilité en fait de la reproduction peut-être de politique, d'organisation humaine déjà existante. Tu as parlé de politique, Karim. On n'a pas réinventé l'esclavagisme dans Fallout. Hein, je veux dire, si. Mais c'est juste parce qu'on avait déjà de l'esclavagisme qu'on en refait dans la série de jeux vidéo, par exemple. Hein, mais voilà. C'était un peu la conclusion. Non, au contraire, c'était un peu la conclusion d'ailleurs de la discussion précédente qu'on a eue, c'est que y a rien de vraiment neuf avec cette dimension de confinement, si ce n'est peut-être des éclairages un petit peu différents, mais bon, je vais pas arriver à un élément de conclusion d'ores et déjà. Et ce que tu dis, oui, j'ai repensé en parallèle, dès lors effectivement qui met le pied dehors. C'est fini de l'illusion, on va dire, du moment, de cette possibilité d'un personnage noir comme étant moteur de quelque chose humainement et socialement parlant. Yannick, peut-être tu avais des exemples qui te venaient à l'esprit ou tu voulais apporter en complément? Est-ce que vous m'entendez tu m'entends bien là? Parce que là, mon internet, là... Non, on t'entend très bien. Ça va? Moi, je t'entends bien. J'espère que les autres aussi. Oui, moi aussi, ouais. Pour peut-être
juste peut-être un exemple sur les films de zombies, puisque là on en était à un discours un peu plus général sur Romero. Moi j'ai un film en tête qui est assez intéressant sur le confinement, c'est Pontypool de Bruce McDonald, qui est un film voilà, qui correspond à un film de zombies, où en fait ils sont confinés dans une station de radio, puisque le personnage principal effectivement est un animateur de radio. Euh, et en fait, j'aimerais bien que les gens, notamment ceux du chat, regardent ce film, mais je vais être obligé malheureusement de divulguer on va dire la clé de la contamination. Et c'est en fait une clé qui est au-delà de l'organique, qui concerne le langage lui-même, puisque dans Pontypool, c'est le fait de laisser libre cours aux mots qui contaminent. C'est-à-dire quand on cherche qu'est-ce qu'il y a derrière le terme, en fait, ça crée une sorte de déconnexion dans le cerveau humain, qui en fait crée une sorte de zombification de la personne. Et du coup, en fait, je pense que ça réfléchit le confinement en ce sens où des êtres comme ça qui se réunissent dans un lieu, en fait, c'est le problème de la communication. Et ça, je pense que c'est le film de zombies qui peut-être fait le plus émerger cette question de la communication et cette question, voilà, tout le rapport à l'altérité, etc. Et c'est pour ça que si les gens du chat là peuvent aller faire un tour du côté de ce film, je fais un peu de pub, voilà. D'autant qu'il y a le motif vraiment très visible avec le confinement, même dans la cabine d'enregistrement. Enfin, il y a vraiment la boîte dans la boîte, enfin le cadre dans le cadre, en fait, où leur seul espace de vie à un moment donné, c'est la cabine d'enregistrement, quoi. Donc on a une surface vitrée comme ça et les personnages autour. Et puis il y a une proposition pour le déconfinement dans le film qui est assez complexe, en fait, hein, parce qu'il y a une séquence, alors je sais plus si elle est post-générique ou juste avant, qui est très très étrange dans la manière de penser comment sortir. Parce qu'il y a un peu l'idée de jouer à ne pas être ce qu'on est, en fait, pour pouvoir continuer post-générique, ouais. Post-générique, hein, ouais. À jouer des rôles. Enfin, il y a quelque chose d'assez ludique, en fait, dans la manière d'envisager le retour au réel, qui est assez étonnant dans le film, même en termes de genre, hein, parce qu'on a l'impression d'être dans un film noir des années 40, quoi. Enfin, c'est dans cette séquence qui est assez étonnante, quoi, ouais, effectivement. C'est impossible pour moi de pas faire un lien, je vais rester très évasif histoire qu'on vire pas la soirée spoiler, mais avec en l'occurrence un jeu vidéo, j'ouvre un petit peu le bal, hein. Je vais pas aller sur les plates-bandes de Fallout, mais qui est Metal Gear Solid 5. Je vais rester vraiment très évasif, mais je pense que ceux qui auront joué verront ce que je veux dire dans la transmission, enfin un renfermement et un confinement qui est lié à la simple transmission par la parole et par les mots. Voilà, là je reste vraiment, il faut vraiment avoir fait le jeu, je pense, pour en saisir l'essence de ce que je dis, mais il y a quelque chose, de la même manière que Yannick vous invitait à voir Pontypool, si vous avez la curiosité de jouer à Metal Gear Solid 5, même s'il peut être imparfait à bien des égards, et inachevé surtout, en tout cas, il a le mérite d'avoir exploré cette question-là dans un élément de l'intrigue du jeu. Tu peux enchaîner sur Death Stranding, hein, sur ce cadre-là, du coup, parce que c'est quand même un jeu où tu passes tout ton temps dehors. Ouais. J'y pensais pour plus tard, parce que moi je voulais évoquer la question de l'isolation à ciel ouvert aussi. Le confinement, pardon, à ciel ouvert. Mais je le garde chaud, promis. Ça marche. Laura, peut-être tu voulais poursuivre ou enchaîner par rapport à ce que disait Yannick ou... Alors, le problème, c'est que j'ai une très mauvaise mémoire et je cherchais le nom d'un film d'horreur britannique, peut-être messieurs vous pourrez m'aider, voilà, dans lequel une maman retient son fils à la maison, mais son fils c'est un espèce de gnomichon dégueulasse de 40 ans, quoi.
parce qu'il y aurait du gaz empoisonné dehors. Et en fait, c'est le début de cette vie. Ensuite, en fait, il la tue. C'est encore un moment où je divulgage tout, mais c'est pas très grave parce que je me souviens pas du nom du film, donc je peux pas inciter les gens à aller le voir, alors qu'il est vraiment très bizarre. Ouais. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ce film? Oh merde. Ou Qu'est-ce sinon, que ou sinon, au En pire, fait, je ne suis dans pas le chat. confinée chez moi. Ouais. Voilà. J'ai quelle Je suis période pas- C'est années 90-2000, quelque chose comme D'accord. ça. Au pire, peut-être continuer sur le fil de ton idée. Peut-être que le chat nous Ouais. viendra en aide sur le. Voilà, en fait, c'est surtout la mise en scène dans le film Ouais. de ces espaces d'étouffement, si vous voulez. Ou aussi, alors, je travaille aussi par ailleurs sur des films d'horreur très très gore, mais vous voyez certainement les August Underground et ce genre de série de films-là, où on met souvent en scène, où là je viens de voir American Holocaust, où on met en scène des gens qui sont déshumanisés en fait, et qui sont confinés par des gens, d'autres gens, qui vont de moins en moins humains et de plus en plus incomplets, hein, y compris parce qu'on leur coupe des morceaux de corps, hein, ce qui, j'espère, n'arrive pas trop à des gens confinés en ce moment. Donc voilà pour ces questions de... Mais en fait, en vrai, je vois peu de discours de la captivité ou du reconfinement. Je pense à des choses comme peut-être Dear Neighbors dans le jeu vidéo, Oui. ou à un autre jeu sur pareil Crotte. J'aurais dû prendre des notes sur les. T'inquiète pas, on a tous des moments en émission de trou de mémoire, mais t'en fais pas. Mais en tout cas, oui, déjà à partir de Dear Neighbors, pardon, ce que tu voulais en dire. Mais Dear Neighbors, c'est sur le. Ouais. On t'entend plus, Laura. Tu nous entends encore? Ah mince. Oui, Ah si, c'est bon, c'est revenu. Excuse-moi. oui. Ça va? Là, Non ça va. Là, Ça ça va va, c'est pas. bon, c'est bon. Si c'est bon, ok. Oui, oui. Ouais. Ah, ça ne va plus. Ah, un petit souci technique. Je vais... Laura, si tu nous entends encore, je te laisse peut-être te déconnecter, te reconnecter à la discussion. Je sais pas si vous vouliez peut-être enchaîner sur un des jeux évoqués ou un autre film en attendant le retour de Laura, qui ne devrait pas tarder de toute façon. Bah, moi, je me disais qu'en partant des films de zombies avec ces motifs de siège, de centre commercial assiégé, enfin, il y avait quelque chose ce que disait Laura tout à l'heure sur envisager aussi le confinement de manière un peu ludique. Il y a cette idée un peu du retour à l'enfance que ressentent les personnages dans le film Dawn of the Dead, hein, puisqu'ils sont enfermés dans un centre commercial, et puis on se rend compte que le consumérisme les renvoie à un état vraiment enfant. On les voit, mais pas forcément négatif, hein, on les voit jouer, se déguiser, se maquiller, etc. Et puis la dure réalité vient les sortir de ce cocon, en fait. Donc il y a une sorte de retour ou de repli sur soi un peu enfantin. Alors peut-être que toi tu mettras, Mehdi, mieux les mots que moi sur ces termes, peut-être des termes du lexique psychologique, hein, mais d'un retour comme ça vers l'enfance, Ouais. que je trouvais assez intéressant justement dans la manière d'envisager un autre vivre ensemble. Oui, dans le rapport aux angoisses primaires, il y a évidemment, on peut citer, je pense que c'est emblématique, on peut citer Silent Hill 4 avec son sous-titre The Room, qui est ni plus ni moins une réappropriation de ce que tu décris d'un point de vue ludique, avec toutes les angoisses qui vont avec, et avec toute la symbolique aussi, hein, je rentre pas dans le détail qui va avec, parce que sinon ça va être la fiesta du spoiler ce soir. Voilà. Oui, qui est un jeu assez étonnant dans sa structure. Oui. Peut-être que vous vouliez poursuivre sur cet aspect ludique, Karim ? Mais... je voulais peut-être redonner la parole à Laura qui avait commencé Oui, effectivement, vas-y, je t'en prie, Laura. Non, justement, The Room était dans mes comment ça s'appelle, dans mon radar en fait, surtout dans le fait que moi j'ai perdu Yannick de mon côté. Oui, moi aussi. Non mais t'en fais pas, il se reconnectera je pense. Que en fait,
l'intérieur change, mais c'est toujours la même chose dans les Silent Hill en fait. Ton expérience change à mesure que tu découvres des choses ou que tu progresses en fait. Quand je dis tu, c'est évidemment les protagonistes divers. Et The Room est particulièrement parlant à ce niveau-là, alors que même le 2, tu connais mon amour pour Silent Hill, Oui. nous montre aussi des intimes, des extimes, des choses comme ça qui vont changer. Et puis des choses qui... mais je ne vais pas aller dans une inquiétante étrangeté, mais on y est un petit peu quand même. Oui. Quand on est obligé de subir son chez-soi, comme on vient de le faire pendant 2 mois, peut-être que ce genre de questions arrive aussi. Ouais, je voudrais aussi pointer un truc qui me semble. Alors là, je parle plus du cinéma, des séries télé, mais peut-être le jeu vidéo suit cette logique-là, je ne sais pas, mais qu'on peut quand même pointer que depuis la fin des années 90, parmi les thèmes moteurs, en tout cas du cinéma, il y a à la fois la perte des repères, l'anxiété, l'isolement et l'amnésie. Enfin, c'est des thèmes qui sont extrêmement récurrents dans les productions artistiques de la fin du XXe siècle. Notamment, alors parce que moi je travaille dessus en ce moment, notamment dans la production cinématographique japonaise. Là, je parle des films en prise de vue réelle, mais aussi dans certaines œuvres d'animation. Et que du coup, cette idée un peu du repli, de se couper du monde, on retrouve ça par exemple chez Gus Van Sant, par exemple, avec Jerry ou comment ça s'appelle, c'est The Last Days, pardon. C'est quelque chose qui revient de manière assez prégnante dans la production contemporaine. Et puis, alors, il y a des films, dont un qui tient à cœur à Yannick, Tech Shelter, dont je laisserai peut-être broder un petit peu dessus, s'il veut. Mais voilà, il y a quand même quelque chose de cet ordre-là, je pense, dans le cinéma et dans l'art, en fait, dans la manière de communiquer quelque chose de la situation contemporaine. Une sorte d'inconscient comme ça qui vient... l'art prend un peu le rôle de l'inconscient qui vient exprimer à l'œuvre, des craintes totalement contemporaines des individus. Yannick, tu veux peut-être emboîter le pas sur Tech Shelter ? Puisque Karim a commencé sur Tech Shelter, effectivement, Tech Shelter, d'une certaine manière, dans ce que j'ai revu en tout cas, moi ça me semble l'un des films majeurs. Donc c'est à peu près, on est aux alentours de 2010. Ça me semble peut-être l'un des films les plus importants pour penser et repenser le confinement. On a vu Tech Shelter comme un film notamment de l'après 11 septembre. Donc ça intervient à peu près 10 ans après, même s'il y avait des films qui pensaient paradoxalement et sur lesquels moi j'aimerais revenir aussi peut-être après, plus tard, comme Signe par exemple, qui est le premier film on dit que c'est l'un des premiers films post-11 septembre, même si sa production a été commencée avant. Mais donc Tech Shelter, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est effectivement un personnage joué par Michael Shannon. Je vais essayer d'aller vite. Personnage joué par Michael Shannon qui en fait a une sorte de vision d'apocalypse. Ces visions mêlent d'ailleurs un peu le film catastrophe, même le zombie parfois, et c'est un personnage donc qui est dans une sorte de psychose. On ne sait jamais au début si ces visions sont rattachées à quelque chose de réel, sont des prédictions, ou si elles sont juste des problèmes de nature neurologique. Et donc en fait, la progression du film, c'est effectivement lui qui va en fait construire un abri dans son jardin. Et en fait, au moment du film, il y a une sorte de tempête et le spectateur est amené à penser là que effectivement ces prédictions se réalisent, et donc il va confiner toute sa famille dans ce petit espace. Et il y a 10 minutes dans le film, d'ailleurs, qui sont assez corsées pour sortir. C'est le problème, c'est de sortir
Et en fait, lorsqu'il sort, donc là je pose vraiment l'intrigue, lorsqu'il sort, en fait, on s'aperçoit que c'était une petite tempête qui a quasiment eu aucune destruction. Et donc, tout se passe comme si, en fait, on était porté à croire là que c'était un problème de nature psychologique, même si, en fait, la fin du film, qui scellera d'ailleurs les retrouvailles et puis la réunion de la famille, autour de la catastrophe, puisqu'il voit la véritable tornade, qui est plus ou moins une fin du monde, en fait, selon la manière dont on l'interprète, qui arrive. Et donc, ce qui est assez intéressant dans ce film, quand je l'ai revu, c'est que à un moment, Michael Shannon va chez le docteur et en fait, dans le cadre, de manière assez, en plus, on va dire de manière assez imposante, il y a une affiche avec H1N1. Et donc, j'ai trouvé ça assez curieux et assez sympathique pour le coup, puisque effectivement derrière derrière peut-être la catastrophe, il y a aussi l'horizon de la pandémie qui est annoncé de manière, bon, évidemment involontaire, mais ça, on s'en fiche. Si c'est juste symbolique. Et donc, en fait, c'est comment en fait, ici, tout l'appel au confinement se base sur de la paranoïa. En fait, c'est le personnage qui entraîne sa famille dans sa paranoïa au début. Et du coup, ça pose la question de savoir, enfin, d'en être dans les mécanismes du confinement. Qu'est-ce qui nous mène au confinement? Est-ce que c'est notre propre paranoïa ou est-ce qu'il y a quelque chose, on va dire, de réel? Est-ce qu'il y a une dimension ontologique derrière dans ce mal ou dans cette catastrophe qui survient? Donc ici, c'est pareil. Ça pose la question du coup aussi politique. Est-ce qu'on est dans une paranoïa généralisée? Ou est-ce que, bon, ça mène aussi vers des discours complotistes, mais entre guillemets, hein, mais est-ce qu'il y a quelque chose de réel? Voilà, je me tais maintenant. Mais, Oh non, mais écoute, très très bien. J'ai- Laura, j'ai l'impression il y avait certains points sur lesquels tu Alors, avais envie de rebondir, ou je me trompe? absolument, mais alors bon, je m'éloigne aussi de mes propres objets, parce qu'en fait, ça m'a beaucoup intéressé ce que tu disais sur des visions paranoïaques, sur des questions de narration qui sont peut-être non fiables, ou complètement teintées par la subjectivité d'un personnage qui entraîne les autres. Ça me fait beaucoup penser à des livres comme Le Collectionneur de Falls, que je vous conseille, qui est en deux parties, qui est un journal intime d'abord d'un type qui tombe amoureux d'une femme qui est riche, alors que lui c'est un espèce de roturier un peu minable, et sauf qu'il va construire un bunker dans sa maison, et puis la séquestrer. Et faire en sorte qu'elle tombe amoureuse de lui, mais dans un truc un peu platonique, où par ailleurs, obsédé, il va quand même pas vouloir consommer avec cette nana, et bref. Et la deuxième partie de ce livre, c'est la même histoire, mais vue par les yeux de cette femme, en fait, qui est effectivement une femme plus bourgeoise, qui en a un peu rien à faire de ce type-là qu'elle croise de temps en temps, et puis qui va elle-même essayer de le séduire et de faire en sorte de prendre le contrôle de la situation. Je vous laisse voir la fin de ce livre, qui est extrêmement... Mais là, vraiment, qu'on ait deux subjectivités qui s'affrontent, puisque c'est à peu près le même braquet temporel vu par deux perspectives, c'est extrêmement intéressant. Et c'est un peu ce que tu dis, Ah, le film dont tu parlais, mais un truc là un truc qui est peut-être que la répétition est un peu maladive, ou quelque chose de ce genre-là, tu vois, de sorte d'interstice un peu bizarre dans lequel Laura, des Laura, moments peut-être horrifiques ou des moments... Laura, je me permets de t'interrompre de nouveau. Il y a des petites coupes encore. C'est dommage parce qu'effectivement, comme tu étais lancé, je m'en voudrais de te couper encore et encore. Mais je sais pas trop à quoi c'est dû. Mais tu nous rappelais que donc il y avait dans la répétition un peu comme ça maladive, il y avait quelque chose qui pouvait avoir des éléments horrifiques en son sein. En fait, un peu interstitiel, dans le sens où on rentre dans des choses qu'on ne regarde normalement pas et qui vont provoquer
de l'inquiétante étrangeté dont je parlais tout à l'heure. Je pense aussi à I Am Mother, le film qui est sorti il n'y a pas très longtemps, sur aussi ce truc un peu technophobe de huis clos entre une petite fille et un robot qui s'appelle Mère, et qui est aussi la répétition ou la répétition d'une expérience que, encore une fois, je ne vais pas divulgacher, donc c'est un peu dommage, hein. Mais le huis clos, la froideur des décors tout métalliques et où il n'y a pas un seul humain, petite fille qui grandit et qui devient une adolescente. Voilà. Karim, Est-ce que vous m'entendez? si, on t'a entendu, mais il y a eu des petites sautes, mais on t'a entendu. On fera peut-être ça me fait penser quand même au film de l'année 2019 qui est Parasite. Oui. Sur cette idée du confinement à l'intérieur même d'une maison, alors en plus avec une lutte des classes intégrées. Oui. Et qui a été le film qui a été sacré partout. Enfin, du coup, on voit bien que ce thème-là, quand même, semble résonner dans l'air du temps, quoi. C'est pour ça que je parlais un peu de l'art, notamment des films, comme un moyen de communiquer de manière très, très immédiate, et pas a posteriori, du coup, sur des problématiques individuelles. C'est intéressant d'ailleurs que tu soulignes ça, Karim, parce qu'il y a quand même eu une partie, bon, il y en a toujours, hein, mais il y a quand même eu une partie de levée de bouclier de gens qui disaient que justement le film, peut-être en le limitant exclusivement à une dimension purement formelle, était un peu en deçà de son cinéma habituel et même qu'il n'avait rien de fondamentalement extraordinaire. Comme s'il était complètement, pour certaines de ces critiques-là, qui peuvent être entendables, hein, mais comme s'il y avait une évacuation totale de ce qu'il disait de l'époque actuelle. Ouais, en plus pour un film qui se retrouve dans des festivals entouré de millionnaires, c'est un film qui est complexe en fait et ambigu évidemment, mais on retrouve dans ce film-là, je trouve, alors c'est pour ça la question du populaire et pas populaire, elle est complexe parce que du coup, où est-ce qu'on met ce film-là? Mais réemploie tous les mécanismes survivaliste en fait, donc du bunker dans la maison. Enfin, du coup, il y a qui est assiégé en fait? Est-ce que c'est les riches qui sont assiégés par les pauvres ou est-ce que c'est le pauvre qui se retrouve assiégé par les riches et les autorités qui veulent l'arrêter, etc. Et donc on retrouve ces mécanismes-là, donc survivalistes, qu'on retrouvait dans les films de zombies, dans les films des années 70 et puis dans le western. Avec le fort assiégé, hein, avec les Indiens comme envahisseurs. Ouais. Avec aussi dans la question des Indiens ce renversement de posture, hein, parce que qui assiège qui dans l'histoire, voilà, c'est pas aussi clair que ça. Donc, dans le chat, il y a quand même cette forme-là du territoire enfermé comme ça, assiégé, de l'îlot et du bunker qui reviennent, hein, comme motif dans les productions contemporaines, quoi. Dans le chat, on parlait aussi de The Happening et Us plus récemment. D'ailleurs, je sais pas si c'est deux œuvres qui font écho. The Happening, c'était surtout en écho à ce que tu disais, Yannick, sur Tech Shelter. Et Us, plutôt là dans ce qui vient d'être évoqué, notamment avec Parasite, pour info. C'est très très prégnant, même dans dans des films. J'ai oublié le nom de ce film. Get Out. Ouais. J'y pensais, ouais. Même est une proposition au déconfinement immédiat, quoi. Donc, enfin voilà, ça circule beaucoup ces questions-là, et c'est vrai que un peu pour s'amuser, hier, on discutait avec Yannick de Rambo 5 et de la fin. Et moi, je proposais de la comparer un peu à la fin d'un film qui s'appelle La Porte du Paradis, qui est un film de Michael Cimino de 1970 ou 71, je ne sais plus, où le motif du cercle est extrêmement utilisé dans la mise en scène pour signifier la communauté, mais de manière plutôt positive. Donc ça commence par la valse au début du film, sur une célébration de diplôme, et donc la valse s'est tournée sur soi, mais aussi tournée autour des autres, donc ça forme une communauté sociale de gens bourgeois, en fait, qui se protègent, mais aussi à la fin,
les immigrants qui forment une sorte de territoire en cercle pour se protéger de l'armée qui a été appelée par les propriétaires terriens pour les éliminer. Et du coup, il y avait quand même une vision comme ça de la communauté américaine face au territoire, au paysage. Et puis, du coup, je sais pas, en discutant avec Yannick, on dit, mais comment se situe la fin de Rambo 5, donc Last Blood, hein, qui est sorti l'année dernière, ou cette année, je sais plus. Je crois que c'est cette année, non, peut-être Il me semble même. Non, c'est 2010. Non, 2000. Non, non. 2019. J'ai un très vague doute. Non, je me demande Ouais, si t'as non. raison, si c'est pas 2020 en réalité. En tout cas, il n'y a pas super longtemps. Ouais. Et du coup, il y avait cette proposition de la propriété, enfin, du terrain, du propriétaire terrien, ouverte, mais ouverte avec des pièges, quoi. Donc, et il y a ce plan final que soulevait Yannick, justement. Alors, je vais peut-être pas. Si quelqu'un doit comment on dit, le divulgacher, je laisserai La seule responsabilité à Yannick. la responsabilité à Yannick. Mais qui vient un peu remuer tout ça, en fait, dans cette question de qui est propriétaire de quoi et en fait que faire des frontières, en fait, et notamment les frontières qui délimitent la maison. Donc les picket fence, hein, qui sont un truc assez prégnant aux États-Unis pour marquer son territoire. Un truc qui était plus d'autant que dans- l'apanage de Eastwood ou de certains personnages comme ça Exactement, sacrés ouais. du cinéma avant, quoi. Ouais, tout à fait. Et moi, bon, bah, Rambo 5, c'est un film que j'ai moyennement apprécié. Je préférais le 4, justement, pour d'autres raisons. Mais c'est vrai que par rapport à cette problématique-là, notamment du retour à ce que proposait Yannick, une sorte de retour à un western, est assez intéressante dans l'idée de se perdre ou de se diluer dans le paysage, en fait. C'est-à-dire de quitter la maison pour se perdre là-dedans. Et j'en profite pour citer une critique qu'avait écrite Serge Danet sur le premier Rambo à l'époque, et qui avait dit un truc assez intéressant. Il disait si Rambo devait être un personnage de western, ça serait un Indien. Et du coup, il le mettait dans l'autre face, en fait, et notamment dans le rapport à la mémoire, quoi. Et parce que c'est un personnage qui traumatisé, qui Oui. est dilué dans le paysage, et qui représente un peu cette nature un peu en perdition. Et du coup, ce texte-là ressurgit un peu quand on en parlait avec Yannick dans est-ce que Rambo est pas un Indien finalement, notamment dans le plan final du film. Voilà, je m'arrête là. Non, Pour la c'est une belle ouverture. Moi, je ferais simplement une remarque sur ce que j'ai pas vu, ce Rambo. On nous confirme donc dans le chat, c'est 2019 et non pas 2020. D'accord. Et en tout cas, et on nous rappelait aussi, même si je pense que pour vous c'était acquis, que c'était Jordan Peele à la fois pour Us et Get Out. Non, moi je pensais à Rambo. J'ai vu que des bandes annonces et c'est drôle parce que la bande annonce même du film me permet de faire un rebond sur ce que tu as dit, Karim, et ça permettra de se retourner, je pense, vers la case jeux vidéo et de revenir avec Laura, entre autres choses. C'est la dimension très ludique. Moi, je plaisantais en disant que ce Rambo, la bande-annonce, quand j'ai vu, j'ai l'impression de voir un Maman, j'ai raté l'avion, gore. Ouais, bah il y a un peu de ça, oui, dans le rapport à la maison. Oui, tout à fait, tu vois, je vais protéger ma maison des méchants, sauf que là, voilà, les méchants, c'est des trucs dans une iconographie western, comme tu le dis, etc. Comme il y a eu un certain retour au western il y a quelques années avec No Country for Old Men, évidemment, mais voilà, donc j'ai fait fuir Yannick, je m'en excuse par cette remarque. Je vais peut-être redonner la parole, parce qu'on a interpellé Laura, on posait la question à l'ensemble du chat, mais on parlait de la pandémie qui a eu lieu il y a quelques années sur World of Warcraft, qui avait généré quelque chose qui, avec un point d'interrogation, est-ce que c'est pas quelque chose qui avait généré un truc qui rappellerait le confinement? Voilà, c'était une question on se posait dans le chat à ce titre-là, et ça permettrait de rebondir sur la case peut-être jeux vidéo. Voilà, moi je n'ai pas plus au courant que ça que cet événement-là. Je sais pas si c'est ton cas, Laura, mais j'ai quelques billes sur 2-3 trucs. Allez. Il me semble que alors j'ai pas vu ce Rambo 5 non plus, mais il me semble que la grande question qui semble ressortir là, enfin la question qui sort là, c'est la question de l'appartenance en fait, parce que Rambo c'est un ancien vétéran, enfin c'est un vétéran qui arrive, qui se fait virer, etc. Enfin moi je vois Rambo le premier en fait. Oui, pas ma guerre quoi.
voilà, c'est pas ma guerre. Et c'est quand même problématique parce que c'est pas ma ville non plus. Et puis en même temps, bah, ils vont payer alors que, enfin, il y a plein de couches comme ça de qui appartient à quel espace en fait. Et c'est peut-être ce truc-là qui revient encore, alors moi j'avais noté Kimi Schmidt, un espèce de parallèle avec ce truc-là, je ne serai pas une victime, alors que j'ai été ostracisée du monde réel pendant 15 ans, Ouais. je vais être une battante et voilà. Sinon sur WoW, alors bien sûr, pas du tout jeu en multi, donc alors MMO, RPG, hein, j'ai rien à dire sur les Meuporg, ou très peu de choses à dire sur les Meuporg. Donc, alors moi je peux vous parler des Ikikomori en revanche. Je peux vous parler des gens qui jouent trop à des jeux vidéo et qui se retrouvent eux-mêmes personnages principaux de jeux vidéo. Mais ça fait des jeux comme Yumeniki qui sont très solitaires. J'ai refait un petit peu là de Yumeniki. Pour préparer l'intervention d'aujourd'hui. Et je suis frappée encore de trouver des décors complètement vides. Mais comme on trouvera des décors complètement vides dans beaucoup de jeux post-apocalyptiques ou des jeux comme ceux dont on a parlé tout à l'heure, Silent Hill 4, où finalement on se retrouve très très seul, sans personne à qui parler, et puis peut-être des antagonistes qui existent ou pas, comme dans Amnesia d'ailleurs, où là la question de la paranoïa et de la narration plus ou moins fiable revient. Mais sinon, je suis navré de rien avoir à dire sur WoW en tant que virus, en tant qu'engouement, quoi. Comme des Tamagotchi à l'époque, ou Ouais. voilà, des trucs de vieux, quoi. Mais en tout cas, pour moi, Yumeniki, d'un point de vue purement esthétique, hein, c'est une parenthèse et on enchaînera juste après. J'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer autant que je voudrais, mais est-ce que c'est lié au fait que j'ai revu Suspiria il y a pas longtemps, mais j'ai pas pu m'empêcher en fait aux espèces à cette dimension. Tu parlais alors c'était pas ton terme exact, mais un peu de goulot d'étranglement, de renfermement avec ce film dont tu n'arrivais pas à retrouver le nom tout à l'heure, de cette mère avec son petit bonhomme qu'elle protège des infections, des gaz à l'extérieur en la confinant, et j'ai eu ce même sensation d'enfermement et d'étouffement que j'ai pu retrouver dans Suspiria, avec son travail avec les décors et avec le fait d'enfermer comme ça cette jeune fille apprentie, enfin ballerine en herbe, etc. Et les décors me rappelaient beaucoup ça c'est vraiment c'est un partage que je fais comme ça sensitif. Après sur la posture, là on a fait un glissement sur le jeu vidéo, sur la posture de l'enfermement et notamment de la figure, ce qu'on appelle l'ikikomori, donc qui est ce phénomène de claustration sociale de certains japonais. Je repense à un jeu, et je me ferai taper sur les doigts si je le fais pas, qui est Caché mon jeu par maman, qui est un jeu pas très très connu, qui est sorti par une boîte qui s'appelle App Inc, qui font essentiellement du jeu sur téléphone, quoi. Donc les jeux sont tous gratuits, c'est une série de jeux Caché le jeu par maman 1, 2 et 3. Et le pitch de base, en réalité, c'est vous avez l'intro, voilà, le gamin est en train de jouer à ce qui s'apparente à une Nintendo 3DS, et après il revient, il fait Nai game wa nai, donc mon jeu est plus là, et en gros c'est sa mère qui lui a planqué son jeu. Et le jeu, c'est une répétition de tableaux, vous allez devoir retrouver la console à chaque tableau avec des énigmes complètement excentriques, du genre à un moment il faut aller récupérer des légumes dans le frigo pour les mettre sur une assiette, parce qu'il y a une girafe dans le salon, et la girafe, en baissant la tête, va manger les légumes et ensuite faire ses besoins, et vous pourrez récupérer la console après. Enfin voilà, il y a plein de trucs, mais au-delà du côté excentrique, il y a un final que je m'en veux un peu de vous divulguer, mais qui gâche pas le plaisir d'expérience de jeu global, où donc chaque tableau est égal à un nouveau jour. Donc tableau 1, jour 1, 2, et ainsi de suite. Et vous arrivez, je crois, à quelque chose comme 50 jours. Et à un moment, à 50 jours, le défilement s'accélère et arrive jusqu'à 100, 200, 300, 1000 jours. Et on se rend compte, en fait, que ce petit gamin, parce qu'il a les traits d'un gamin de 13-14 ans, quoi, c'est un tout jeune ado, quoi, et on se rend compte, en fait, c'est un Hikikomori en devenir, en réalité, dans le discours, et le final est vraiment assez brillant, parce que vous avez une seule solution possible à l'énigme finale, qui n'est même pas vraiment une énigme en soi, c'est que vous avez une espèce de batte de baseball qui est coincée au niveau de la poignée de la porte, qu'on suppose qui a été mis sciemment par le gamin, et lorsqu'il la retire et qu'il ouvre
ouvre la porte, c'est de nouveau une ouverture vers l'extérieur. Et sa famille, d'ailleurs, le rejoint, ravi, effectivement, qu'il ait pu faire le choix de sortir et qui n'attendait que ça, quoi, en fait, de le voir de nouveau se resociabiliser, pardon. Donc voilà, je trouvais que c'était un exemple assez rarement cité, mais que je trouvais assez brillant aussi dans ces discours qu'il peut y avoir sur le confinement et même le recul des Japonais eux-mêmes face à ce genre de situation-là, parce qu'on a toujours cette image des Japonais avec cette caricature asiatisante très, très froid, du fait que oui, mais vous comprenez, si ce jeune s'isole, on va pas s'en soucier, c'est une honte pour la société, comme si on évacuait tous les affects possibles sous prétexte que la culture asiatique veut que les Asiatiques soient impassibles, etc. Enfin bref, je vous épargne les détails des caricatures. Et là, on avait un très bon contre-exemple, et voilà, je vous repasse la parole, que ce soit sur d'autres jeux ou d'autres exemples, mais c'était pour partager ça avec vous. Si je peux juste faire 2-3 petites remarques. En fait, il me semble, mais peut-être que je me trompe, hein, c'est une voilà, que dès qu'on est seul dans le jeu vidéo, c'est-à-dire qu'on explore un domaine inconnu, il y a une espèce de dimension de sinistre absolu, de mélancolie en fait. Ouais. Je dis pas le mot par hasard. Ça doit être anxieux. Comme Gone Home par exemple, où je trouve que le début est très inquiétant. Ah oui. Ou même Edith Finch, qui me permet de parler de la séquence de Walter. Walter, c'est un des personnages. C'est un vieux qui vit sous la maison et en fait personne ne sait qui. Enfin, personne ne sait. Le personnage principal ne sait pas que son grand-oncle est toujours sous la maison et que ça fait X jours et X années qu'il reproduit la même chose. En fait, c'est Cacher le jeu par maman me fait penser à cette séquence-là. C'est le même jour où en fait l'interaction de la joueuse, c'est ouvrir une boîte de pêche en sirop qui va avaler et c'est son repas de la journée. Et c'est ça qu'on voit, etc. Et en fait, ça finit aussi à son Alors, tu peux pas utiliser le terme de confinement, parce qu'il me semble que c'est pas un confinement, mais plus c'est compliqué, ouais. Un repli sur soi. Et en fait, ça. quand il sort, ça correspond à sa mort, en fait, parce qu'il se rend pas compte que le bruit qu'il entend à côté de la maison, c'est un train. Et donc, il va voir le bruit du monde extérieur. Et donc, il y a ce truc de répéter la même jour encore et encore. Moi, j'écoute, j'écoutais l'autre jour ma mère, hein, une personne, me dire on nous a pris notre printemps, en fait. On n'a pas eu droit à un printemps. On est passé directement à mai. Et en fait, c'est un peu ce truc-là, peut-être. La question du confinement, c'est la question du tellement répété que finalement, on va skipper des jours parce que ça va être la même chose encore et encore. Voilà. C'est vrai, je n'avais pas forcément jamais vraiment vu exactement cet angle-là, mais oui, c'est un motif qu'on retrouve, sauf peut-être dans des cas vraiment je reste sur les jeux vidéo où on veut vraiment appuyer la pénibilité. Je me suis lancé toujours dans ce mot-là et j'ai toujours eu du mal. Je reviens sur l'exemple de Silent Hill 4 qui ne fait aucune économie. Il n'y a pas d'économie, même pas d'ellipse ou quoi que ce soit. Enfin, si, j'exagère un petit peu, mais c'est déjà en dire trop. Mais en tout cas, on a le poids vraiment du temps qui passe, qui est. J'ai pas l'impression qu'on nous en fasse économie. Mais c'est vrai que globalement, c'est un motif, t'as raison, qu'on retrouve beaucoup. Le parallèle avec Edith Finch est assez moi, me parle beaucoup. Ouais. Même Gone Home aussi, de manière peut-être moins sombre, moins anxiogène, et pas mal dans son genre aussi. Ouais. Ce qui ressort aussi un peu de ces jeux-là, et puis peut-être de la forme un peu du huis clos aussi de manière générale, c'est le thème de la hantise en fait. Ouais. C'est-à-dire de ne pouvoir échapper de ne pouvoir échapper d'un lieu qui nous ramène à des idées noires, à des heures sombres, etc. Moi, je pensais beaucoup à des films comme la saga des Paranormal Activity, que j'aime beaucoup, à titre personnel, où on se dit, mais putain, pourquoi il se casse pas dans une autre baraque, quoi, on n'en parle plus. Et il y a ce truc qui vient un peu opposer justement un espace ouvert et très libre comme le désert américain dans les films des années 70, et puis la maison hantée, quoi, comme Amityville, et du coup, il n'y a pas beaucoup de films de maisons hantées qui sont des appartements hantés. Alors, moi, j'en connais un ou deux, mais pas plus, quoi. J'ai l'impression que c'est une configuration qui est assez dure à exploiter spatialement, peut-être pour la durée d'un film, par exemple. C'est souvent des maisons avec un
du coup un grenier, une cave, etc. Donc la cave qui possède les cadavres enterrés, voilà, des choses comme ça. Mais l'appartement, qui est donc un immeuble, une vie en collectivité quand même, ça revient pas souvent, quoi. Mais voilà, je pense que c'est un thème qui se croise pas mal avec celui du confinement. On serait intéressé de voir un film d'horreur dans 2 ans qui se déroulera pendant le confinement avec des fantômes, etc., quoi. Après, c'est vrai que le motif de la famille aussi, hein, avec l'exemple qu'a donné Laura, cloîtré, enfermé pour des raisons X ou Y, moi ça m'a donné une image, je pense qu'il va être assez parlante à Yannick. C'est un épisode d'X-Files qui avait, enfin moi m'avait énormément choqué, je sais pas jusqu'à quel point est-ce qu'il avait défrayé la chronique à l'époque, mais qui s'appelait je crois Home, qui était un des premiers épisodes de la saison 4, et dans lequel, en fait, il y avait, disons-le clairement, hein, l'intrigue se basait sur une dimension d'inceste. Voilà, c'est pur et simple. Et on avait donc cacher les âmes sensibles, hein, et ceux qui n'aiment pas les spoilers non plus, on avait une maman tronc sur une planche à roulettes, qui était sortie par la famille occasionnellement pour faire perpétrer l'engeance, quoi. Donc ça vous plante le décor. Et tout ça en plus était. Alors je sais qu'il y avait un contexte culturel de violence, je crois à l'époque. J'avais lu ça dans un article, mais j'ai pas envie de dire de bêtises, parce que c'était un épisode qui, au-delà de déjà de cette révélation-là, était extrêmement violent, parce que donc il y avait un groupe, je crois, de 3 jeunes frères qui géraient la famille en compagnie de leur mère, et qui à un moment étaient un peu repérés, et donc venaient pour trucider un flic ou un shérif du coin, et c'était voilà, c'était vraiment un truc, le seul truc qui fait sortir, c'est le moment où vous venez révéler quelque chose qui est marqué du sceau de la famille, quoi. Il y a et là, en ce moment, alors si je parle de ça, c'est évidemment tous les éléments qui sont pas forcément dits à haute voix ou simplement des sources d'inquiétude, mais toutes les préoccupations actuelles, et comme Karim, je m'interroge aussi, évidemment, toutes les violences conjugales, toutes les dimensions qui nous préoccupent beaucoup en ce moment en termes de confinement, les violences voilà, que ce soit conjointe ou enfant, et toutes ces thématiques-là, un petit peu qui sont en latence là, avec ce confinement, déconfinement très progressif qui s'annonce. Voilà, c'était un petit peu un partage d'idées. J'ai un film qui me vient en tête qu'un ami m'avait conseillé en début d'année. C'est un film de Alex de la Iglesia, c'est El Bar, qui commence de manière très étrange avec un plan séquence. On voit des gens se balader dans la rue et puis un des protagonistes rentrer dans le bar. Donc une vie quotidienne dans le bar, ils discutent, etc. Puis un des personnages sort et il se prend une balle dans la tête, il tombe. On ne sait pas trop ce qui se passe. Puis on a un deuxième qui sort pour voir ce qui se passe. Hop, il se prend une balle dans la tête, il tombe aussi. Et donc le film se transforme en huis clos justement avec des thématiques assez complotistes aussi, qui rejoignent un petit peu les thèmes qu'avait soulevé Yannick avec Tech Shelter. Ça me revient en tête, je sais pas, je suis désolé, je casse un peu le rythme, mais c'est un film que je conseille beaucoup aux gens qui écoutent l'émission, parce qu'il est vraiment étonnant, notamment sur le registre. Ça mélange beaucoup de registres en fait et de genres, à la fois humoristique, horrifique, conspirationniste, policier, etc. Donc c'est un film assez étonnant et je pense assez contemporain pour le coup dans la manière dont il ancre ses problématiques, quoi. Une vision espagnole aussi du confinement avant le confinement, quoi. Oui, bien sûr. C'est un peu des habitués, hein, d'ailleurs, quand même, dans leur iconographie. Moi, j'ai souvenir de 2 films assez emblématiques que sont Rec et L'Orphelinat, où il y a souvent des dimensions d'enfermement. On va y rester, justement, parce que Laura, on a évoqué très, très lointainement Kimi Schmidt. Moi, j'aimerais bien, à titre purement personnel, qu'on s'y plonge un petit peu, ce que tu avais à en dire, parce que c'est une série que j'ai énormément, à titre personnel, appréciée, et je pense que j'apprécierais d'autant plus avec ce que tu vas potentiellement nous apporter dessus, quoi, ton regard sur la série, qu'on va peut-être recontextualiser très rapidement. Oui. Alors, Kimi Schmidt, donc c'est une série qui est faite par Tina Fey, qui est produite par Tina Fey, qui parle d'ailleurs beaucoup de questions sociales dans son humour, hein, de racisme aussi.
de la pauvreté, etc. Et donc, on part d'une situation qui est dramatique, c'est-à-dire quatre femmes, enfermées par un révérend fou d'un culte millénariste, c'est-à-dire l'apocalypse a eu lieu, sauf que lui, il continue à parler avec Dieu. Et alors, on en parle très peu, hein, mais Kimi, donc, un personnage qui lui dit alors, j'aimerais poser une question, et sa réponse c'est immédiatement, ouais, je t'arrête tout de suite. Évidemment qu'il s'est passé des trucs sexuels dégueulasses dans le bunker. Et donc, cette fille qui a été privée complètement de son adolescence, puisque elle a 30 ans quand elle sort du bunker, elle en avait 15 à peu près quand elle est rentrée, décide de complètement oublier cette période confinée, en fait. Et donc de passer complètement à autre chose, c'est-à-dire découvrir la vraie vie et faire tous les trucs d'une femme normale, d'une trentaine, alors d'abord d'une quinzaine d'années, et puis ensuite d'une vraie femme, mais elle n'a pas les codes. Oui. Et en fait, on parlait tout à l'heure de la langue, hein, du logos comme outil de transaction, de qui on est en fait, comme outil d'identité. Et beaucoup de personnages la reprennent sur son vocabulaire. Lui disent, mais là c'est complètement kitsch en fait, enfin, c'est pas possible que tu parles aussi comme un bébé en fait. Et son enfermement fait un retard mental en fait. Hein, et les autres la traînent un peu comme une espèce de demeuré, hein, j'ai envie de dire. Et c'est quasiment littéralement le terme qui vient quand certains personnages parlent d'elle. On abuse d'elle, hein, on lui vole son argent, etc. Donc c'est un personnage qui pourrait être dramatique. Et en fait, tout est fait pour être un peu joyeux. C'est-à-dire que le générique même, c'est un type qui dit oh là là, enfin c'est un remix en fait du témoignage d'un mec qui était sur les scènes du crime en disant oh là là, il était vraiment bizarre, le révérend, etc. etc. Sachant qu'en plus, on revoit des scènes de cet enfermement dans le bunker. Quand on parle de langage, il y a aussi une des quatre femmes. Alors, il y a des femmes diverses. Hein. Il y a Gretchen qui est amoureuse du révérend et donc qui est contente et qui a été dans le bunker exprès. Il y a une autre nana dont j'ai absolument oublié le nom qui a suivi le révérend parce que c'est une fille, donc elle est gentille. Et donc il lui a dit tiens, viens dans ma voiture, je vais te montrer des petits lapins. Et elle a dit ouais, d'accord. Et puis en fait, elle s'est fait enfermer. Et comme dit le présentateur télé, c'est quand même fou les choses que font les femmes pour être polies, quoi. Et la quatrième nana parle espagnol et n'a jamais appris l'anglais. Tout comme les autres femmes n'ont jamais appris l'espagnol. Donc elles se parlent pas, en fait. Et c'est une économie linguistique assez... Enfin, c'est un ressort humoristique, en fait, assez courant. Mais en fait, c'est extrêmement triste. Pas dans la façon dont c'est traité, en revanche. Hein. C'est un déconfinement heureux, Kimi Schmidt. Finalement, parce que donc on a parlé de trucs, c'est vrai que inceste et famille et confinement, ça revient beaucoup. Je sais pas, même dans des jeux de hentai, hein, par exemple, il me semble que ces thèmes sont très très prégnants. Mais là, on voit un monde de l'après où on veut changer la perspective sur les mondes de l'avant. Ce qui, à mon sens, est impossible un peu pour nous pour l'instant, en fait. Parce que la fiction, jusqu'à maintenant, n'a pas de recul sur ce qu'on est en train de vivre, nous. J'avais été regarder, alors il y a un truc que j'adore, c'est les apocalypteurs, hein, c'est-à-dire, j'appelle ça les apocalypteurs, c'est ce qu'on appelle les Doomsday Preppers, donc les mecs américains qui se préparent pour la fin du monde, avec des bunkers et des plans. Ils ont leur bagnole, ils savent comment se barrer, etc. Sauf que là, en regardant ce qui s'est passé aux États-Unis dernièrement, on se rend compte qu'ils ne se sont pas barrés dans leurs abris anti-atomiques et machin. Ils sont restés parce qu'ils ont trouvé que ce n'était pas assez dangereux ce qui nous arrivait. Et donc, voilà. Peut-être qu'ils vont attraper, ou peut-être pas, hein, le coronavirus, on ne leur souhaite pas du mal. Hein, mais finalement, la fiction ne nous a pas aidés à éclairer des comportements pourtant de gens qui devraient être un petit peu parano et un petit peu sur la brèche, quoi. Et bien sûr, voilà, pour le moment, donc ces fictions-là sont plutôt tristes, hein, les fictions de l'enfermement, des séquestrations, sauf Kimi Schmidt, qui me semble-t-il tire bien son épingle du jeu parce que on est dans une période post et elle évolue dans un monde qui n'a pas vécu le confinement. Elle vit pas avec les nanas du bunker. Et parfois, le révérend essaye de revenir dans sa vie, il est libéré de prison, etc. Il est DJ, enfin voilà, il y a des trucs assez drôles autour de ce personnage-là. Mais elle n'oublie jamais qui elle est, en fait. Et même dans le bunker, elle réussit à s'en sortir par le haut, en fait.
Mais c'est vraiment, c'est vraiment très intéressant dans l'écho que ça fait entre là, on parlait d'ellipse tout à l'heure. Là, en l'occurrence, c'est une ellipse forcée pour elle. Enfin, un saut dans le temps auquel elle s'accommode. Enfin, elle s'accommodera jamais totalement. Hein, et c'est pas le problème. C'est tout le sel de la série. Mais surtout, ce premier décalage initial, comme t'en parlais, et je suis tout à fait d'accord avec toi, qui fait que cet enfermement aurait dû, par extension, comme tous les gens lui disent, en faire une demeurée, pas à l'heure, c'est déjà, comme je pense que les gens le disaient entre les lignes de ce que tu disais, une dimension de critique sociale. On a ces moments-là où elle arrive effectivement avec des tenues, parce qu'on l'a pas dit, donc le nom de l'actrice m'échappe, c'est Campers, mais Ellie Kemper, qui jouait Erin, qui était déjà un personnage très exubérant dans The Office. Formidable, et qui garde un peu un personnage un peu similaire, une espèce de fifi brin d'acier très haute en couleur, et son kitsch justement des couleurs, par exemple des fringues et machin, rentre souvent en résonance. Alors on va pas trop en dire, mais il y a un moment elle va se trouver un job dans une start-up parce qu'elle est tellement décalée et tellement dans un côté ah oui, mais c'est tellement décalé que ça devient le nouveau in, le nouveau comment dire, hipster à la cool, que finalement ça joue envers elle, et sa franchise en fait paye toujours, et puis surtout le personnage est vraiment lumineux littéralement, et il y a un truc, c'est là où je te rejoins, c'est que là où d'autres séries à un moment il y a toujours un fond un peu doux amer, et plus amer que doux d'ailleurs, là on a toujours ce truc où elle a son sourire jusqu'aux oreilles, ce qui l'empêche pas d'être confrontée à des cas de figure assez violents, quoi, mais elle arrive à poursuivre bon gré mal gré, et c'est vraiment oui, je trouve que c'est l'exemple, entre guillemets, je m'en voudrais presque de pas y avoir pensé. Heureusement que tu l'as amené, parce que il est excessivement pertinent, encore plus aujourd'hui où les gens réalisent, après certains vont te dire c'est de la logique des bons sentiments, etc. On en a parlé sur une discussion un peu plus tôt dans la journée. Non, c'est-à-dire que ça fait pas de mal si tu as une petite parole, une petite attention à quelqu'un. Et le personnage de Kimmy Schmidt, c'est un peu ça. C'est cette parole juste, ou ce truc, je reste égal à moi-même, fidèle à ce que je dis dans ma bienveillance, parce que ça a été mon modèle de l'époque, et je vois pas pourquoi j'en changerais, malgré ce saut dans le temps. Mais en tout cas, voilà, j'ai vraiment ressenti un peu comme tu l'amenais, et ça reste une série qu'on vous invite à regarder, comme Karim et Yannick vous invitez à voir certains films. Ça reste très feel good, contrairement à l'intitulé. Voilà. Est-ce que vous aviez, tandis qu'on est en train de faire du praise to Laura sur le chat, est-ce que vous avez peut-être d'autres exemples, toujours toi peut-être Laura, ou Yannick, ou Karim, qui pourraient permettre de faire un enchaînement Je me posais la question, mais alors c'est vraiment complètement... en écoutant un petit peu cette idée d'un personnage qui ressort un peu de façon un peu innocente dans l'extérieur, je me posais la question de... je pensais à Matrix en fait, et parce que dans le dernier, dans le troisième, il y a cette proposition de sortir de la matrice. Et il y a quand même le personnage dit ceux qui veulent rester peuvent rester, ceux qui veulent sortir peuvent sortir, sans a priori pointer de jugement de valeur en fait, ou de jugement moral sur le fait de vouloir rester en fait dans une prison dorée, quoi. Et du coup, en me demandant si c'était pas une proposition qui était anti-Matrix justement, voilà, c'est l'idée de sortir. De prendre à bas le corps les choses, et puis voilà, dans Matrix, cette proposition plutôt neutre en fait, qui laisse au spectateur la capacité de choisir s'il faut sortir ou pas. Et d'ailleurs, on a beaucoup spoilé ce soir, mais c'est aussi peut-être parce que la configuration même de ce motif-là, de l'enfermement ou du confinement, ne se joue que sur la fin des fictions, quoi. C'est ce qui clôt la fiction, avec une impossibilité finalement de montrer ou de réaliser l'après, quoi. Le dehors, c'est toujours, ça se termine sur la porte qui s'ouvre, des choses comme ça, mais
pas beaucoup, ou alors sur un contre-champ qui montre le paysage, mais pas ce qui se construit derrière, en fait. Donc voilà, ça m'a traversé l'esprit, mais Ouais. alors vraiment de manière complètement absurde, hein, mais d'autant que c'est pas forcément mes films préférés en plus, mais Je sais pas si on parlerait vraiment de neutralité, c'est une intuition qui me vient, mais Mm. moi, pour en avoir reparlé, en plus, il y a pas très longtemps sur une émission sur la question des réalisateurs du cinéma et se poser de manière un peu troll la question tous progressistes ou tous réac. Il y a évidemment le parcours particulier et tu es très sensible, Karim, dans l'analyse que tu fais des œuvres et du cinéma, des frères, sœurs Wachowski aussi. Moi, je sais pas, je me demandais, je sais qu'il y a certaines personnes qui avaient cette hypothèse-là. Moi, j'y adhère en partie sans faire de surinterprétation. Est-ce que c'était aussi ce que certains jugeaient comme une neutralité, simplement une ouverture sur quelque chose, une transition qui était peut-être déjà à l'œuvre pour lui, elle, à l'époque, pour les Wachowski, peut-être, je ne sais pas. moi, la question de l'auteur dans ce cadre-là me concerne pas trop, en fait. Oui, Hein. d'accord. Moi, enfin, une œuvre peut aussi s'exprimer contre ou Bien sûr. malgré ses auteurs, et du coup, c'est aussi comment on peut manipuler en fait l'objet pour y dénicher des choses, même si c'était pas dans les velléités des réalisateurs, ou même si ça y est en fait, de pouvoir aussi broder des récits ou des propositions en faisant un peu abstraction de ce que disent les auteurs de leurs œuvres. Ouais. Donc peut-être, hein, peut-être, mais moi ça me C'est pas ton me concerne angle de pas en ce qui recherche. concerne la manière dont je pense ça, D'accord. mais plutôt justement sur cette idée un peu, Matrix 3, c'était début du 21e, c'était de 2003, je crois, ou quelque chose comme ça, peut-être. C'était à cheval, ouais. Ouais, un peu après, je crois. Et du coup, voilà, quand on voit le réel qui est proposé aux humains dans le film, effectivement, 2003, oui. on peut dire que pourquoi pas rester dans une sorte de New York rêvé ou je sais pas quoi. Enfin, voilà, et ça m'avait un peu interloqué, quoi. Voilà, dans cette idée de sortir. Et puis, il y a eu tous ces films aussi qui gravitent un peu à côté de Matrix, tous ces films justement d'enfermement un peu labyrinthique puzzle. Je pense à Cube. Et toutes ces suites. Il y a un film japonais réalisé par l'auteur de Ring, Nakata. Alors j'ai oublié le titre du film, mais qui reprend un peu la même configuration que Cube, mais avec un petit peu d'Agatha Christie dedans. Donc il y a eu pas mal de productions qui vont mettre en scène des personnages enfermés, dans un cadre. Enfin, il y a toujours cette idée du cadre dans le cadre, comme ça, avec l'idée de devoir sortir. Ouais. Je pense aussi, alors ça c'est plus ancien, c'est peut-être une des inspirations, mais au film THX 1138 de George Lucas. Et donc avec pareil l'idée de l'abstraction du décor, quoi. Le décor, c'est 4 murs ou alors un fond blanc. Donc il n'y a même plus de fiction en fait. Enfin, en tout cas, l'effet de réel de la fiction disparaît pas mal dans le cadre de ces films, et le paysage devient un peu le retour au réel, quoi, mais sauf qu'on le voit jamais. C'est ça. Et je trouve que Cube, pour ça, est assez intéressant, notamment le 1 et le 2 qui envisagent de manière assez différente la manière d'envisager la sortie, avec le 2 qui se rapproche plus d'une esthétique X-Filienne. Et le 3 qui est super intéressant, puisque là on est dans le hors-champ en fait, et on voit les manipulateurs des pièges. Donc il y a un renversement de point de vue, des personnages à l'extérieur qui manipulent les gens à l'intérieur, que je trouve assez chouette, quoi. Donc voilà, il y a quand même pas mal de films dans une temporalité assez réduite, qui ont travaillé ce motif-là, hein, de la boîte et du piège, quoi. Sans parler d'épisodes de la série Au-delà du réel. On en parlait avec Yannick, qui m'avait rappelé un épisode dont j'ai oublié le titre, mais peut-être tu pourras me le rappeler. Le bouton de la mort. Pardon ? Le bouton de la mort, ouais, exactement. Le bouton de la mort qui est en fait une préfiguration dans la deuxième saison de Lost de ce qu'est la station Cygne, en fait, avec ce bouton qui peut être potentiellement apocalyptique. Ouais.
Et en fait, d'ailleurs, cette deuxième saison qui est structurée autour de la station Cygne, justement, et qui est en fait le confinement du confinement. C'est-à-dire que sur une île, il y a Desmond qui est confiné là-dedans et qui, toutes les 108 minutes, doit réactiver le compteur 4, 8, 15, 16, 23, 42, hop, et on réactive le compteur pour ne pas éventuellement causer la fin du monde. Et pour ça, on se trouve dans un espace clos et confiné durant X années. Mais je voulais revenir juste sur, avant peut-être de passer à Lost ou autre chose, sur ce que tu disais de Matrix. Et je pense que avant Matrix 3, la question est-ce qu'on doit sortir ou pas finalement, est-ce que le meilleur n'est pas à l'intérieur, est posée en fait dès Matrix 1, puisque, Oui. et on n'y prête pas beaucoup attention, puisqu'elle est portée par l'antagoniste qui est Pantagliano, je crois, j'appelle peut-être mal le nom, mais qui est l'antagoniste en fait, et qui en fait apprécie son morceau de bœuf à l'intérieur en se disant que le meilleur en fait se trouve, enfin que les ignorants sont bénis, je crois. Donc effectivement, ça se pose aussi dans Lost, puisque c'est avec la fin de la saison 3 et l'arrivée des flash-forward, c'est la question du je suis sorti de l'île, je suis sorti de cet espace restreint, mais en fait, maintenant, je veux y faire retour, parce que ma vie n'est plus dans le dehors, elle est dans ce confinement. Et ça, c'est le personnage de Jack, avec le docteur qui justement devient alcoolique à l'extérieur de l'île parce qu'il a qu'une envie, c'est d'y retourner. Ouais, avec des tendances suicidaires. Exactement. Laura ? Ouais, en fait, moi j'ai deux, trois trucs sur tout ce qui me semble être là, c'est une question de choix en fait. Enfin, je veux dire, j'ai pas vu Lost, mais ce qui est important, c'est qu'on ait le choix ou non de sortir. C'est surtout ça. Qu'on ait le choix ou non de rester dans la matrice et de savoir où on en est. Et donc, c'est la question aussi du surplomb. C'est-à-dire que Cube, c'est intéressant parce que effectivement, le premier, c'est complètement novateur. Mais là, comme tu dis, le 3 va du côté des concepteurs. C'est-à-dire qu'on se déplace un peu. Des trucs comme ça ont exploré aussi qui était le mec derrière les pièges et ainsi de suite. Mais là, ce qui rend les enfermements impossible ou difficile ou XY, c'est le fait qu'il soit inéluctable en fait. C'est ce que tu disais tout à l'heure sur l'inéluctabilité des situations, y compris les situations dans lesquelles on se trouve nous, enfin bientôt plus, hein, mais de l'absence de choix de sortir ou non des cadres, pour reprendre le terme utilisé par Karim tout à l'heure. Et d'ailleurs, alors je vais un peu extrapoler, je vais pas vous embarquer avec moi, mais on a de cesse de le répéter, on parle toujours mieux de ce qu'on connaît un minimum. Ce qui a été peut-être le plus source de violence dans le confinement, ça a été, Laura, tu parlais d'avoir le choix, mais aussi d'avoir un choix entre guillemets clair, c'est-à-dire tu sais sur quoi se base ton choix en termes de jugement, de sortir ou de rester, et tu le fais entre guillemets en ton âme et conscience. Ce qui a été le plus douloureux, j'ai l'impression, politiquement parlant, en France, ça a été, on n'est pas le seul pays, hein, mais on parle que de ce qu'on connaît, ça a été cette espèce de truc en dents de scie, des annonces politiques en permanence qu'on a pu avoir, et finalement c'est ce qui se répète dans certaines fictions parfois, quand encore une fois je reviens à Silent Hill, mais il va falloir qu'on finisse par la faire cette émission sur Silent Hill un jour, Laura, mais qui est ce fameux un moment où on veut dans Silent Hill 3 essayer de se donner une raison de se sortir de l'horreur avec l'héroïne qui s'appelle Heather, et on rencontre ce personnage trouble qui est Vincent, qui nous dit ah mais ah oui, je me suis frayé un chemin, j'ai tué tous ces monstres, et on a un personnage de Vincent hyper inquiétant lui aussi, même en étant humain, qui me dit ah parce que toi tu as vu des monstres. Enfin, cette espèce d'ambiguïté, là ça compte pas, dans ce genre de moment-là, on peut pas faire un choix parce qu'on nous donne un truc trouble comme ça. Et pour rebondir sur ce que dit Laura, oui, l'important c'est d'avoir le choix, et surtout d'avoir un choix qui évidemment est clair. Alors on nous réclamait dans le chat, sans transition entre guillemets, de revenir, et surtout je pense que c'est pas Karine qui va m'en vouloir, à Death Stranding, et peut-être évoquer la question de le fait d'être enfermé dehors, entre guillemets, d'une certaine manière. Oui, vas-y, je t'en prie. Le titre du film de Hideo Nakata, c'est en français, c'est TV Show. D'accord. Voilà, qui est un film de 2010, voilà, que je conseille, qui est assez.
Ça ressemble pas du tout à Ring pour le coup dans la mise en scène, mais ça reprend un peu les thématiques dont on parlait. TV show. Juste Super. Ça, j'ai cherché. Et je fais des recommandations en plein live, que ce soit à toi ou au chat. Il faut absolument que tu joues à la série des Danganronpa, qui est fabuleuse et qui date de 2000, donc avant même Matrix, etc. Et qui est complètement dans la lignée de ce que tu décris de Cube, etc. Je ferme ma parenthèse. On me demandait juste avant qu'on passe à Death Stranding et à cette espèce de confinement à ciel ouvert, on demandait quand même, je trouvais la question assez intéressante, est-ce que, en s'adressant à vous, excusez-moi, je remonte dans le chat, est-ce que vous avez vu des objets culturels se dégager pendant le confinement, à part le Coffin Dance et Animal Crossing, qui pourraient être apportés, enfin venir comme ça, venir dans les cultures contemporaines, comme on les a renommées, la culture pop, entre guillemets, culture contemporaine. Est-ce que vous avez observé certains objets comme ça Je crois qu'il y a le gendarme et les extraterrestres qui revient beaucoup parce qu'il est. Voilà. J'ai cru comprendre de que la Noël. production culturelle diffusée sur. C'est pas une blague, hein, du coup D'accord. En tout cas, il y a une polémique il y a eu une pétition notamment sur le manque de courage de la part de France Télévisions à programmer des œuvres un peu différentes parce qu'a priori, ils repartaient sur leur cycle habituel des gendarmes et compagnie, oui. quoi. C'était une petite blague, mais. D'accord. Mais à moitié, d'accord. Mais à moitié, mais voilà, sur l'altérité, peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec le gendarme et les extraterrestres, ceci dit. On ne se souvient plus très bien. Mais... Non, je crois qu'Animal Crossing est un objet hyper fascinant, mais vous avez tu as déjà dédié une émission. Et demain encore, on continuera en détail. On nous parle des apéros Skype aussi. Comme autre objet, ou enfin Skype ou tout autre. Moi, je me suis replongé dans les films Evangelion, du coup, voilà, mais c'est à titre tout personnel, mais sur la question de l'enfermement, il y a quand même, notamment entre le deuxième et le troisième film, un enfermement extrêmement impressionnant. Et puis, il y a ce truc que je trouve assez horrible dans la série, quand même, c'est de ce personnage de Shinji renfermé sur lui-même, et à chaque fois que tout le monde lui dit d'aller vers les autres, et à chaque fois qu'il sort de sa coquille, en fait, il se produit une catastrophe épouvantable, et tout le monde lui tombe dessus en disant mais qu'est-ce que t'as fait encore, c'est pas possible. Donc à chaque fois qu'il essaye, c'est vraiment horrible, quoi. Donc que quelque part, il ferait mieux de rester assis sur sa chaise, penché. Benoît Poulvord, non, c'est pas ça. Si on reste assis le cul sur notre chaise, il ne nous arrivera jamais rien. Les convoyeurs attendent. C'est pour ça que la série promeut. Ouais, bah d'ailleurs, la dernière jaquette, c'est Shinji assis sur une chaise recroquevillée. Hein, donc, voilà. Oui, la boucle est bouclée, mais on vous invite à aller voir, si c'est pas déjà fait, les émissions autour d'Evangelion avec Karim et Yannick. Donc on va revenir à effectivement à cette question de ce confinement à ciel ouvert. Je vais te laisser la parole en fait, Karim, puisqu'on nous sollicitait sur Death Stranding, sur lequel tu souhaitais apparemment dire des choses. On peut repartir de là. Ouais, alors moi, Death Stranding, c'est très étonnant parce que j'ai eu énormément de plaisir à jouer à ce jeu. Et je suis incapable de resituer l'histoire. Ouais. Je me souviens plus du tout de l'histoire, même de la conclusion. Je sais qu'il y a un truc avec une plage, mais et en fait, j'ai l'impression, pour moi en tout cas, c'était l'expérience de jeu, donc des mécaniques de jeu et d'exploration qui racontent plus d'histoire que l'histoire même, en fait. Et notamment cette frustration, mais qui amène le jeu de manière très intelligente, de ne jamais interagir directement. Oui. Très rarement interagir avec des individus dans le même environnement spatial, puisqu'on parle que à des hologrammes, des interfaces, en fait, des bornes. De gens qui sont confinés, justement. Voilà, c'est ça, et qui ne sortent jamais. On a l'impression qu'ils ne sortent jamais. Il n'y a que le héros qui se balade comme ça, donc il a tout le territoire pour lui. Et du coup, pour moi, ça a été plus parlant que l'histoire même, que j'ai dû trouver intéressante par moment, mais aussi extrêmement confuse, en fait, et presque accessoire. Oui, c'est assez mal écrit. Alors, je sais pas si c'est mal écrit, mais j'ai trouvé que c'était accessoire par rapport à ce que disait le déroulement du jeu même, en fait. Ces longues marches du paysage qui se transforment, même de quitter une partie, on revient, il y a des routes qui ont été construites par d'autres joueurs. Oui, ça c'est la dimension participative a vraiment été saluée et à raison. Hein. Ouais, et participative, mais en même temps on voit jamais les autres joueurs. Enfin, oui. C'est là il y a vraiment la sensation de post-apocalyptique.
mais sous l'angle de la balade, en fait. C'est ça, oui. Et pourtant, on n'a pas de dimension non plus spectrale, c'est-à-dire, je pense notamment à la série des Souls, dont le plaisir de jeu était beaucoup de voir que d'autres sont passés là, voire le plaisir sadique de voir que d'autres se sont cassés les dents là. Mais ici, c'est vraiment quelqu'un est passé par là, il y a eu quelque chose d'un passage, sans vraiment de traces. Hein. D'ailleurs, les seuls êtres qui laissent des traces, ces espèces de créatures là, justement un peu tels les fantômes les extraterrestres d'X-Files en mode huile noire, un petit peu comme ça. Mais alors, tu as lâché aussi un autre mot, et je pense que c'est impossible d'en faire l'économie. C'est post-apo, et je pense qu'on va pouvoir de manière faire un pont d'or sur la série des Fallout, dont je sais que Laura, vous souhaitez nous parler, en tout cas. Et qui est aussi une forme de confinement à ciel ouvert, hein, parce qu'on a cette sortie du bunker. Et oui, je t'en prie. Préciser un truc sur Death Stranding, je pense que dans sa manière d'envisager le post-apocalyptique, il y a aussi peut-être l'idée finalement que après l'apocalypse, il n'y a plus d'histoire vraiment, quoi, et qu'il y a un paysage à explorer de manière moins narrative, au sens de dialogue, de choses comme ça, de PNJ à rencontrer, mais vraiment c'est l'après, quoi. Il y a plus le paysage est reconfiguré, il faut tout rebâtir. Moi, je t'avais dit qu'une de mes hypothèses pour un truc, c'est justement de réfléchir au post-apocalyptique comment dire, envisagé par les fictions japonaises, et dans cette capacité à raconter l'après et à reconstruire, en fait, par exemple dans Berserk après l'éclipse, Akira après le réveil d'Akira, Evangelion après le troisième impact. L'histoire s'arrête pas là, en fait. Non, bien sûr. C'est pas comme dans beaucoup de récits américains où on empêche l'apocalypse d'arriver, où on le minimise, ou alors on repart à l'identique comme Avenger Endgame, qui est pour moi, de ce point de vue-là, rétablir la catastrophe comme si rien ne s'était passé, est justement une catastrophe d'un point de vue graphique, quoi. Voilà, c'était juste... je trouve qu'à ce titre-là, Death Stranding est assez représentatif, peut-être d'une certaine façon d'envisager le post-apocalyptique par cette déambulation dans le dehors, représentatif d'une philosophie japonaise que je trouve assez intéressante. C'était juste ce que je voulais préciser. Ok, parfait. Merci beaucoup. Laura, du coup, sur de nouveau revenir à ce pont sur Fallout, peut-être, dont tu voulais nous parler. Oui, parce que le enfermé dehors, ou le seul dehors, ou le confiné de l'extérieur, c'est quand même une question qui me semble assez intéressante, même quand on regarde une tristesse comme Fallout 76, j'arrive même pas à le dire tellement c'est triste. Tellement ça fait mal. Tellement ça fait mal. J'aime bien, j'ai noté bientôt le multi, point d'interrogation, parce que j'ai même pas rejoué tellement c'était le drame. Mais l'impression quand même de ce jeu, en tous les cas, que j'avais testé un petit peu le dernier opus, où on ne rencontre personne de vivant, c'est pas du tout la même impression que dans les autres jeux où on est confronté à d'autres survivants, ou d'autres humains d'ailleurs, des rescapés peut-être de ces abris et de ces expériences faites par l'espèce de multinationale qu'est Voltec, qui représente quand même beaucoup de peur de l'ordre, en tous les cas, des forces de l'ordre ou d'une certaine idée de l'ordre. Ce qui est intéressant dans Fallout aussi, c'est que la technophobie qui est exprimée dans Voltec, qu'on retrouve d'ailleurs, enfin moi je trouve en tous les cas que, alors certes, comme dit dans le chat, il y a beaucoup de photos de petits pains faits maison qu'on voit sur les réseaux sociaux ou des Skyperos, mais je trouve aussi qu'il y a une montée de complotisme née d'une dévolution de l'idée du care, ou d'une déviation plutôt de l'idée du care, c'est-à-dire attention à la 5G, je sais pas, les policiers machin, enfin bref, peut-être des discours comme ça de peur qui vont revenir et qui sont d'autant de choses qui sont explorées dans les laboratoires représentés par Fallout, en fait, par les laboratoires représentés par les petits abris. Parce que certains ont des caractéristiques un peu différentes.
Hein, on n'a gardé que des hommes dans celui-ci, il y a que des musiciens dans celui-là, il y a que des artistes, il y a que la même personne. Hein. Ouais, j'avais bien aimé l'abri des Gary, comme j'ai écrit là sur l'article pour ce soir. Mais quoi qu'il en soit, il y a aussi la crainte d'un après avec par exemple, les drones pour nous égale peut-être les robots ou la naissance d'une société cyborg parallèle à la société humaine dans Fallout 4 qui peut-être appelle à réfléchir à des après. Déconfinement. Ouais. Ça me semble compliqué. C'est marrant parce que comme en fait, je pense, on est à 2 jours du début des manœuvres de déconfinement. Ouais. En fait, on a juste envie de parler de la fin des trucs dont on parle depuis le début, tous les 4, me semble-t-il. Bah oui, hein, c'est ce qu'on disait parce tout à qu'on a l'heure. hâte d'être dans l'après. Ouais, le spoil, etc. Ouais. C'est ça. On est déjà dedans, mais en fait, on sait pas ce qui nous attend, mais on a envie d'y être, quoi. Sur ce truc des PNJ qui disparaissent, enfin qui sont pas dans le jeu, enfin du joueur solitaire dans le paysage comme ça, je rebondis sur Death Stranding parce que c'est un peu cette thématique-là. Moi, ce qui m'a assez touché dans le jeu, c'est finalement l'impression d'être le fantôme parmi les personnages, parce que les personnages avec lesquels on interagit dans le jeu sont des hologrammes, donc ils ont des caractéristiques fantomatiques par cette nature un peu immatérielle de l'hologramme. Mais en fait, comme ils sont tous hologrammes, on a l'impression qu'ils sont tous partis dans un autre monde et que, en fait, le fantôme, c'est le vivant, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une inversion du rapport et que il y a cette idée-là aussi dans les films post-apocalyptiques ou les récits post-apocalyptiques que le survivant, c'est le fantôme, quoi. Il est tout seul, les autres, ils sont partis. Alors, c'est ce que reprend aussi la série Leftovers, de manière assez belle aussi. Hein. C'est 2% de la population qui disparaissent, mais en fait, 98% des survivants sont des morts en sursis ou des traumatisés, etc. Qui est complètement Et évacué, comme tu le disais, de Endgame d'ailleurs. Et c'est pour ça, en ça que je trouve que le film est un ratage monumental. Oui, c'est catastrophique à ce niveau-là. En plus, c'est un contresens, puisque Thanos le fait pour sauver l'univers, et en fait, du coup, les mecs rétablissent l'humanité, ce qui va tuer tout le monde. Enfin bref, il y a un contresens que je trouve assez hypocrite là-dedans, mais du coup, ce truc-là que soulève Leftovers, je donnerai peut-être la parole à Yannick, mais on le retrouve aussi dans Lost, ce rapport au fait que les survivants sont peut-être les fantômes des vivants plus que des survivants. Notamment, si je me souviens bien, tu me diras, Yannick, mais il me semble que dans la saison 1, dans le brouhaha du fond, on entend des voix inversées, en fait, distinguent qui sont très peu perceptibles, mais si on les remet dans le bon sens, en fait, c'est des phrases intelligibles, qui sont la voix de fantômes, en fait, diluées dans le fond sonore qui annonce la suite de la série. Et je trouvais que voilà, Lost et Leftovers, et puis aussi du coup Death Stranding, prennent un peu ce contre-pied de quid du survivant, en fait. Un survivant ne peut pas être intègre, en fait, voilà, il ne survit jamais entièrement à une catastrophe ou quelque chose comme ça. C'est d'ailleurs des problématiques qui se posent, je pense, pour le déconfinement, c'est-à-dire quid des personnes un peu plus ou moins sensibles qui remettent le pied dehors peut être difficile quand on a été enfermé dans 15 ou 20 mètres carrés. Oui, une forme de vertige. Oui, c'est même sans difficulté ou je dirais sans trouble préalable, c'est quelque chose, je pense, auquel beaucoup de gens vont être soumis. Hein. Et je trouve que Lost et Leftovers posent vraiment bien ce truc qu'on n'est jamais un survivant total. Voilà, donc bon, Lost, on nous prend la figure de Rick aussi dans Walking Dead qui nous dit c'est nous les morts vivants. Ouais. Oui, il y a un peu ça, mais je trouvais que dans Lost, ou Leftovers, c'est amené de manière beaucoup plus subtile, structurée, en fait, parce que il y a une très belle séquence dans Leftovers où il y a un des personnages qui plonge tout nu dans la piscine pour hurler sous l'eau pour pas qu'on l'entende, parce qu'il faut faire bonne figure, en fait, et du coup sous l'eau le son ne se propage pas, et après il ressort et puis il fait comme si ça allait, mais ils sont tous cassés. Et donc voilà, Leftovers, c'est vraiment le contre-champ de Lost, puisque
d'un côté, on est avec les disparus, puisque c'est le sous-titre français de la série, hein, c'est Lost les disparus, et puis avec The Leftovers, on est avec ceux qui sont restés, quoi. Donc voilà, je ne sais pas si Yannick, aussi sur le rapport à l'insularité, peut-être dans cette idée voilà, de l'enfermement et de la sortie, peut-être des choses à dire, puisque tu as travaillé pas mal sur Lost. Oui, non, mais Lost, moi, je l'avais évoqué tout à l'heure. Maintenant, je m'en fous, j'ai envie de sortir, c'est tout. Non, non, c'est vrai que bon, sur l'idée de sortie, moi ce serait, comme je l'avais évoqué très vite au début, ce serait peut-être, moi j'identifie par exemple dans les films de Shyamalan, dont j'avais parlé tout à Oui. l'heure, que j'avais évoqué avec notamment Oui. Signe, le village et Phénomène, où il y a à chaque fois du confinement, mais dans le village et dans Signe, je trouve qu'ils sont assez semblables. Parce que on a à chaque fois, donc dans Signe, je vais brièvement rappeler l'intrigue, c'est effectivement une présence extraterrestre autour en fait, du champ et de la baraque de Mel Gibson, que Mel Gibson occupe. Bon, il est veuf, et il l'occupe avec ses 2 enfants et son frère. Et voilà, il y a une menace qui se fait de plus en plus présente. Et cette menace, en fait, elle est toujours, c'est ce qui est intéressant, elle est toujours relayée par les médias dans le film. Toujours, toujours, toujours. Et lorsque l'extraterrestre est là, il ne se montre pas spécialement menaçant. Au contraire, l'acte, on va dire l'agresseur, c'est même Mel Gibson qui coupe en premier les 2 doigts de l'extraterrestre. Hein. Et en fait, quand ils ressortent de la cave, puisqu'ils s'y sont confinés parce qu'il y avait la menace, entre guillemets, se faisait de plus en plus oppressante, ils sortent et en fait, l'extraterrestre, il apparaît, on le voit dans l'écran, reflété dans l'écran de la télévision. Et en fait, si on observe le dispositif, dans toute cette séquence, en fait, l'extraterrestre, hormis une seule fois, Ouais. L'extraterrestre va apparaître à travers des verres, des reflets, et notamment celui de la télévision. Comme quoi, en fait, l'ennemi ici, il est, lorsqu'on sort, lorsqu'on arrive à sortir, l'ennemi est une pure création, en fait. Et en fait, c'est la rencontre avec l'autre qui n'a pas eu lieu. Et bon, j'invite les gens à revoir tout le dispositif, pour le coup, toute la mise en scène lorsqu'ils sortent de la cave, jusqu'au combat avec l'extraterrestre, qui est voilà, on voit un surcadrage. Karim, tu parlais tout à l'heure de cadre dans le cadre. Donc ici, là, on a effectivement un surcadrage aussi, avec justement la petite qui observe le combat homérique quasi mythologique entre Joaquin Phoenix et l'extraterrestre, mais évidemment c'est un combat qui est entièrement faux, puisque la rencontre avec l'autre, qui n'était pas censé être un antagoniste, n'a pas eu lieu. C'est comme le village, où ils sont confinés, du coup, ils sont confinés dans un lieu, ils en ont fait le choix, ils sont partis, ils se sont extraits de la société. Et en fait, on est dans un mécanisme où on ne rencontre plus l'autre, donc par choix. Voilà. Je me rends compte avec ton évocation du cinéma de Shyamalan, c'est quasiment que depuis un paquet d'années, c'est quasiment que des confinements ces films. Parce que Signe, Le Village, Phénomène, je l'ai pas vu, l'Odyssée de Pi, c'est lui ? Oui. Parce que c'est à ciel ouvert, mais ça reste quand même toute une intrigue sur une barque, et voilà. Et même Split, que j'ai très peu apprécié à titre perso, c'est un confinement, quoi. J'avais pas fait gaffe. Même Glace. Glace aussi, d'accord. Glace aussi, parce que ça se passe. En fait, les trois super-héros, entre guillemets, les trois, voilà, les 2 super méchants et puis Bruce Willis, on les a confinés dans pour le coup une sorte d'asile d'Arkham dans Batman. Et voilà, donc il y a aussi cette idée du confinement, mais là, en fait, pour
pour en fait, on va dire, mettre à part des menaces de la société, quoi. Oui, là c'est vraiment un surveiller et punir, quoi, en l'occurrence. Ouais. Foucalien, ouais. Ouais, ok. D'accord. Eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire, si vous avez envie de rebondir sur des derniers mots, hein, on n'est pas spécialement pressé par le temps, que ce soit d'autres œuvres auxquelles vous avez pensé. Moi, je vous en donnerai une toute dernière de mon côté. On va encore rester du côté du Japon. C'est un manga dont je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui s'appelle Je ne suis pas mort. D'ailleurs, la traduction, je trouve, japonaise est bon, un peu comme on disait pour The Leftovers, est un peu approximative parce que c'est en japonais c'est Mada Ikiteru, donc en fait je suis encore en vie. Donc c'est quand même une nuance, je trouve, assez intéressante. Et en l'occurrence, c'est le récit d'un homme qui est... alors je sais plus quel est le nom de cette classe sociale, mais ça a été étudié par des philosophes et des sociologues japonais, un peu de disparus dans la société qui à un moment décident de devenir des fantômes, justement, parce que la vie sociale, le rythme social ne leur convient plus. Et cet homme-là en fait partie, sauf que lui, ce début d'effacement du rythme de la vie sociale se fait par un échec qui est une tentative de suicide. Il tente de suicider, se pendre, et la corde, enfin la branche se casse, et même là, il dit même ça j'arrive pas à le faire, et il finit par trouver un moyen isolé un petit peu dans un espace naturel de refaire sa vie et de retrouver de fonder sa société dans son espace, quoi. Et voilà, j'en dirai pas plus, je vous laisse lire le manga. Je crois que il tient en 1 ou 2 tomes, je sais plus si c'est un one shot ou s'il tient en 2 tomes, mais voilà, j'ai trouvé assez intéressant. Bon, c'est un phénomène qui était déjà existant, mais qui j'ai trouvé était très bien écrit, et encore une fois une espèce de confinement volontaire là, avec un demi-choix, parce qu'à la base, il avait un peu choisi de mourir, en fait, de mettre fin, comme on parlait, à l'histoire, et finalement, c'est cet échec qui va l'amener à ne pas mettre fin à ses jours. Voilà. Ça me fait penser au film de Kiyoshi Kurosawa, Tokyo Sonata. Ouais. Là, c'est pas volontaire non plus, parce que c'est un salaryman qui est licencié du jour au lendemain. C'est ça, c'est un peu la base de celui-ci. Et qui, du coup, fait semblant par rapport à sa famille, fait semblant de continuer à travailler. Donc, il part le matin avec son costume et sa mallette. Et en fait, il va s'asseoir dans un parc, donc une sorte de mobilier urbain, et il n'est pas tout seul, en fait, ils sont plusieurs. Ils font la queue pour la soupe populaire le midi, etc. Et puis il rentre le soir comme s'il avait bien travaillé, etc. Sauf que c'est une solution court-termiste, puisqu'à un moment donné, financièrement, ça ne marchera plus. Et puis, donc, il y a cette capacité de la société notamment contemporaine, néolibérale, à exclure d'elle-même, en fait, les gens aussi, quoi. C'est à créer des zones d'abstraction, d'invisibilité comme ça, de théâtre comme ça, à ciel ouvert, hein, aussi. Ouais. Et le film est assez intéressant parce qu'il flirte un peu avec le fantastique, très très légèrement, vraiment très très légèrement. Ça amène à la destruction de la cellule familiale, qui est un des grands thèmes aussi contemporains, et qui propose une reconfiguration du même ordre, vraiment par l'art, en fait, qui est assez chouette. Et un autre film que je conseille aussi, qui est un peu une version complètement, surénergique de ce film, c'est The Crazy Family de Sogo Ishii, dont je dévoilerai pas le récit, mais j'invite vraiment les gens à le voir. C'est un film qui est vraiment impressionnant, très drôle, et la fin est une des plus belles fins que j'ai vues, quoi. Enfin, vraiment sur ce thème-là, justement, des îlots comment créer des îlots de préservation dans cet environnement. Très bien, très très bien. Est-ce que Laura, tu avais quelques dernières remarques ou œuvres que tu voulais partager avant que nous approchions doucement? Premier point cool, j'ai retrouvé le nom de ce film britannique. Il s'appelait Bad Boy Bobby. Sorti en 93, je vous le conseille, il est très étrange. Deuxième chose, je
je pense que vraiment, enfin, une de mes remarques conclusives, c'est la question du paradoxe de l'observateur qui est central chez les linguistes en tous les cas. Et il est énoncé ainsi, hein. On ne peut pas observer quelque chose en tant qu'observateur si on ne regarde pas la chose. Mais sauf que si on regarde les énoncés, en tous les cas, hein, ce qui est dit, bah, du coup, ça produit des énoncés qui ne sont pas naturels. Donc, on est un petit peu embêté. Ici, bien sûr, on est in situ, hein, c'est-à-dire que nous-mêmes, on est confinés, on ne peut pas réfléchir à des objets, voilà. On observe en plus des états qui sont un petit peu quantiques, c'est-à-dire que je peux regarder mon confinement ou le confinement des gens qui sont autour de moi, et de la même façon, vous pouvez faire la même chose, mais on ne pourra pas regarder tous les autres confinements. C'est à l'exception de tous les autres, donc c'est ça qui me semble très intéressant. Autre point, en tous les cas, je pense que ce qu'il va falloir regarder au niveau des futures productions qui parleront de fictionnelles, hein, qui parleront des thèmes, des confinements que je vais définir d'ailleurs, parce que je crois que j'avais vu une question sur le chat, enfin où je vais donner une petite micro-dev, quoi. C'est les questions de l'altérité, à mon avis. C'est ça qui est vachement important, en fait. Les personnages alors, j'ai pas du tout vu le film de Kurosawa dont vous avez parlé, enfin, voilà. Malheureusement, c'est un point aveugle dans ma culture, mais finalement, on veut rester quelque chose, ou on veut... Enfin, voilà, il y a une question de... On n'est plus tout à fait le bloc monolithique qu'on avait dit qu'on serait. Et je pense que là, on va commencer une période où le moindre éternuement va devenir suspect. On va dire, ah, dis donc, t'as un virus, ou je sais pas quoi. Ou les gens qui ont des rhumes des foins vont devenir hyper autres, alors que c'est nos amis, nos collègues, etc. Quoi qu'il en soit, pour la question du confinement, un micro-truc, alors par rapport à la prise d'otage, etc., hein, c'est une question de se mettre volontairement à l'écart, pas qu'on ait le choix, mais c'est pour une question de greater good, en fait, une question de peut-être de santé, de X, de Y, qui fait que la raison de la société remporte sur la volonté personnelle ou la liberté personnelle. Peut-être que... Voilà. Pour un mieux commun, ouais. Voilà, c'est tout. Merci. D'accord. Au revoir. Ça fait penser un peu aux zombies. Il y avait un texte d'Hervé Aubron sur les films de zombies, et le titre c'était Seul, virgule, tous ensemble. Et donc il y avait cette contradiction, notamment dans la figure zombie, de faire masse, mais en même temps, il n'y a pas d'esprit collectif, quoi. Enfin, il n'y a pas de vouloir vivre ensemble. Mais il y a une présence surnuméraire, et c'est vrai qu'il y a un petit peu cette idée d'éclatement des individualités dans des espaces séparés que peut produire le confinement. Bah écoutez, je pense que ça aurait été un très très joli tour. Je laisse encore un très vague flottement avant de, je pense, de vous remercier et de s'arrêter là, même si je pense que ce sera partie remise vu ce que ça a pu défricher sur d'autres thèmes pour vous trois et moi y compris. Donc je vais vous remercier infiniment, voilà, parce qu'on a fait une belle discussion. On remercie aussi dans le dans le chat avec un certain le zombie c'est mon baba, nous dit-on, ou c'est mon dada plutôt, ça dépend. Mais voilà, en tout cas merci à tous les trois. On se retrouvera avec Karim et Yannick mardi prochain à 21h pour continuer à parler d'Evangélion. On se retrouvera, et ça c'est certain parce qu'il y a plein de pistes qui nous pendent donner avec Laura, que c'est la première fois que vous avez en chat live et ce sera pas la dernière. Et puis voilà, on va vous inviter à prendre soin de vous évidemment, et puis si vous le souhaitez, pour ceux qui ont découvert avec l'émission de ce soir, à nous retrouver demain après-midi à partir de parce que je n'ai plus les yeux en face des trous, je vais vous dire ça tout de suite, à partir de 13h demain pour une question sur créer pendant le confinement, donc les enjeux de création effectivement artistique, et quelle réflexion autour de la création artistique pendant le confinement. Je vous souhaite une bonne soirée à tous les trois, je vous dis à très bientôt, et puis pour les autres dans le chat, à très vite, salut. Merci. À bientôt. À bientôt.